Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette rencontre organisée par la librairie Café Vigle-Moi et l'atelier d'histoire critique. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Hugo Paglietta, qui est, je crois, enseignant à Lille, si je ne dis pas de bêtises, et qui est surtout l'un des co-auteurs de cet ouvrage, Extrême droite, la résistible Ascension, qui est le premier livre édité par l'Institut La Boétie aux éditions Amsterdam. Donc merci d'être venu, d'autant plus que je crois que c'est au moins ta troisième intervention sur l'île depuis... Quatrième, je crois. Peut-être quatrième intervention. Bon, on voit en tout cas que ça ne désemplit pas. Donc merci. On imagine que le contexte politique y est peut-être pour quelque chose quant à votre présence. Donc moi je vous présente juste à l'atelier d'histoire critique. On organise des conférences liées à l'histoire, mais toujours en prise avec les luttes de classe, les luttes antiracistes, les luttes féministes. Donc si ça vous intéresse, à la fin on fera passer une petite feuille de contact pour vous tenir au courant de nos événements de l'année 2025, puisque ce soir on clôture l'année avec cette conférence. Et je remercie le camarade Tonio qui, bien que n'appartenant pas à l'association, va mener l'entretien. Bon allez, voilà, j'arrête de parler. Ben, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, très content d'être là. Donc on va prendre un moment pour discuter sur le bouquin en mode question-réponse. J'ai préparé quelques questions et puis après on ouvrira sur la salle. Peut-être qu'on aura l'occasion de se tenir au courant aussi de l'actualité politique et de savoir si le gouvernement est tombé en cours de présentation. Bon, pour commencer directement, avec une première question peut-être, Hugo, mais qui n'entre peut-être pas directement en fait dans précisément le contenu du bouquin. Est-ce que tu peux revenir un peu d'abord sur le statut du livre, dans le sens où c'est, comme Nicolas dit, publié chez un éditeur de sciences sociales critiques, mais en même temps en partenariat avec un institut, un think tank, un institut de formation, l'Institut La Boétie. Je crois comprendre que c'est un des premiers bouquins, peut-être d'une collection qui sera là. Et donc l'Institut La Boétie qui est proche de la France Insoumise. En même temps, le bouquin dans le contenu, c'est un état de la recherche sur la question de l'extrême droite et de son avènement ces dernières années. Mais c'est aussi un bouquin un peu d'intervention où il y a quelques textes qui reviennent sur le contexte post-législatif 2024. Et en plus, c'est un bouquin qui s'ancre dans... C'est un bouquin de vulgarisation scientifique, mais qui est aussi avec un côté un peu stratégique. Et donc ça, je pense que ça s'inscrit un peu pour toi aussi dans le prolongement d'autres bouquins que tu as fait depuis quelques années sur le fascisme. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ce livre-là et peut-être comment toi, ça s'inscrit un peu dans tes précédents écrits, quoi. Je notais tout ce que tu as écrit. Merci beaucoup de l'accueil. Et même si c'est la quatrième fois que je viens dans l'agglomération lyonnaise, du coup, oui, je suis allé dans le bassin minier aussi. Je suis toujours très content de présenter ce livre auquel j'ai contribué et que j'ai coordonné pour l'Institut La Boétie. Alors, quelques mots peut-être sur l'Institut La Boétie. Effectivement, tu l'as dit, c'est un institut de formation et de formation intellectuelle, politique, historique, à destination de militants ou de militantes de la France Insoumise. Donc c'est un institut qui est lié à la France Insoumise, même si moi-même je ne suis pas membre de la France Insoumise, je précise, et que la quasi-totalité, je pense, des co-auteurs ou co-autrices ne sont pas membres non plus de la France Insoumise. Il y a essentiellement la postface qui est écrite par Clémence Guettet, donc, qui est une députée de la France Insoumise, et je crois même vice-présidente maintenant de l'Assemblée nationale, qui a fait la postface, qui est très intéressante, que je vous conseille, qui est plus sur justement les pistes stratégiques qu'on peut tirer un peu d'une partie de ce qui est défendu dans le livre. Et l'Institut La Boétie, donc c'est un institut de formation, mais c'est aussi un institut qui produit un peu de recherche en quelque sorte, qui vise à faire soit des conférences avec un large public, ils font souvent des conférences avec 300, 400, 500 personnes, notamment en région parisienne, surtout, mais parfois délocalisées aussi, avec des chercheurs, chercheuses, intellectuels de toutes sortes, évidemment de gauche, pour donc faire connaître des recherches critiques, notamment en sciences sociales, et puis produire des livres. Alors c'est vrai que c'est le premier livre d'une collection dans cette magnifique maison d'édition qui est Amsterdam, mais voilà, une nouvelle collection, l'Institut La Boétie, donc il y aura d'autres livres sur d'autres thèmes. Okay. Cette année, l'Institut La Boétie
a lancé un cycle sur les questions de travail, d'exploitation au travail, d'aliénation, etc. Il y a aussi un cycle sur les questions d'intelligence artificielle. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont paraître sous l'autorité en quelque sorte de l'Institut La Boétie. Et je crois, l'Institut La Boétie, dans le champ politique, en France en tout cas, il n'y a pas d'équivalent en quelque sorte. Il y a la Fondation Jean Jaurès pour le PS, mais en vérité c'est un petit cénacle assez professionnalisé, etc. et qui en fait n'irrigue pas du tout la société civile ou les organisations militantes autres que le Parti Socialiste et encore pour ce qu'il en reste. Et puis à droite, il n'y a vraiment pas d'équivalent. Le Front National n'a jamais réussi à se doter véritablement, un peu dans les années 90, mais donc c'était il y a longtemps, mais n'a jamais réussi à se doter de structures de formation et encore moins d'élaboration intellectuelle digne de ce nom. À l'extrême droite et à l'extérieur du FN, il y a un certain nombre de choses comme Academia Christiana ou l'Institut Iliade qui ont une certaine ampleur de vue, mais qui n'est pas liée à une organisation comme l'Institut La Boétie, liée avec la France Insoumise. Alors voilà pour le cadre dans lequel ça a été fait. Alors c'est issu d'un colloque qui était à l'automne 2023. On voulait en faire un livre, mais évidemment, vu le contexte de juin-juillet dernier, on s'est dit qu'on allait accélérer le mouvement, et plutôt que de faire un livre qui devait paraître peut-être en 2025, on a fait un livre dont on voulait qu'il sorte fin août 2024. Alors je vous rassure, la qualité malgré tout est là, même si on a mis une pression terrible sur les auteurs et autrices qu'on avait en vue pour faire ce livre. Je pense que la qualité en tout cas est là, je pense que ça apporte une synthèse qui... évidemment est absolument incomplète, ça ne peut pas être exhaustif. Le sujet de la question de la montée de l'extrême droite et de comment y répondre est absolument énorme. Il y a, d'ailleurs dans la bibliographie sur l'extrême droite, je ne parle même pas de la bibliographie sur le fascisme classique historique de l'entre-deux-guerres, est absolument énorme et on ne peut absolument pas en venir à bout. Mais ça propose une synthèse qui, sous cette forme-là, je crois, n'existait pas dans le périmètre éditorial francophone. Donc voilà, je pense que je vous le vends sous cette forme. Et par rapport à mes propres travaux, alors, puisque tu m'as posé la question, sinon je ne ferai pas un ego trip comme ça, je dirais que ça m'a permis en quelque sorte de contribuer à un travail, de coordonner un travail dans lequel on aborde des questions sur lesquelles je suis en général parfois assez démuni, ou en tout cas je ne suis pas du tout spécialiste, et sur lesquels je n'avais pas franchement et spécifiquement travaillé, par exemple l'écologie et l'extrême droite, par exemple des questions sur lesquelles j'aurais pu travailler pour le coup, parce que j'ai été il y a longtemps membre d'une association qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média, qui travaille sur les médias. Donc, là, il y a 2 contributions par exemple sur les questions de médias, mais sur lesquelles je n'avais pas spécifiquement écrit ces dernières années. Donc voilà, ça permet de balayer le champ, mais en fait ça s'inscrit dans cette volonté que j'ai eue depuis presque une dizaine d'années maintenant, de contribuer modestement avec mes petits bras et puis mes réseaux et puis les quelques médias dans lesquels je travaille, notamment Contretemps, qui est une revue que je co-dirige, de contribuer, j'insiste, à ma modeste échelle, à reconstruire une culture antifasciste ou une compréhension antifasciste ajustée au XXIe siècle, ajustée à la France de 2024, qui ne soit pas juste un décalque soit de l'antifascisme des années 80, qui avait des tas de vertus en mode Berrurier noir et années 90 ras le front, quoi, très bien, mais voilà, est-ce que c'est bon, ou encore l'antifascisme des années 20 ou 30, qui pareil avait des tas de vertus, notamment son ancrage plus fort qu'aujourd'hui dans la classe ouvrière et dans les mouvements ouvriers, mais qui n'est sans doute pas adapté tel quel à notre situation contemporaine. Donc l'idée de réactualiser, de faire de la transmission aussi, c'est aussi le but du podcast que j'anime, qui s'appelle Minuit dans le siècle, qui est aussi plus abordable que les bouquins ou les textes parfois longs sur Contretemps, justement. Voilà, tout ça, le bouquin aussi s'inscrit dans cette volonté de faire un peu d'avoir un rôle de passeur ou de transmission d'un certain héritage, et en même temps d'actualisation, de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut tirer des connaissances sur l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'antifascisme de l'entre-deux-guerres, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça pour nos luttes au présent. Et sinon, sur l'objectif du livre, bon, de fait, c'est évidemment un livre pour comprendre, mais c'est un livre pour combattre. Bon, c'est un livre pour mieux combattre, en comprenant mieux de quoi est faite la progression de l'extrême droite. Alors, il y a essentiellement 3 parties dans ce livre, pour faire un peu la présentation très rapide. Il y a une première grande partie qui est sur les bases sociales et électorales
de l'extrême droite, avec une réflexion qui parfois est sur la base de données statistiques et d'autres fois sur la base notamment d'enquêtes qualitatives, avec une contribution notamment de Félicien Faury, qui a écrit un livre qui a pas mal circulé au printemps dernier, qui s'appelle Des électeurs ordinaires, qui doit sans doute être là quelque part, ici, j'imagine. Ou peut-être pas, mais en soi, ce serait pas grave, mais j'imagine qu'il est dans toutes les librairies. En général. Il l'avait vendu aujourd'hui. Ah non, je voulais pas shamer en fait. Donc voilà, je m'arrête là. Donc voilà, une première partie vraiment centrée plutôt sur les bases sociales et électorales, avec aussi une réflexion de Stefano Balambarini sur un peu les blocs sociaux et le champ politique français, disons, dans la période qui s'est ouverte notamment en 2017. Une deuxième grande partie qui porte sur les stratégies mises en œuvre par l'extrême droite, alors sur des terrains qui lui sont familiers, notamment la xénophobie et le racisme, ça c'est ma propre contribution, et puis sur des terrains qui peut-être le sont un peu moins, l'écologie, les questions de genre, de sexualité, la manière dont ils utilisent, ça c'est aussi plus classique, les faits divers qu'ils instrumentalisent et politisent, évidemment dans un sens généralement raciste et xénophobe. Et puis une troisième grande partie qui porte davantage sur, je dirais, les complicités que l'extrême droite trouve dans une série d'institutions, comme la police, par exemple, avec une interview avec Didier Fassin, les complicités que l'extrême droite peut trouver dans certains secteurs de la finance, notamment les secteurs au niveau mondial, notamment les secteurs les plus spéculatifs. C'est la contribution de Marlène Brandt-Banquet, qui avait déjà fait un livre qui s'appelait La finance autoritaire, que je vous recommande. Les complicités évidemment dans les médias, les alliances plus ou moins implicites, ou en tout cas l'espèce de constellation que compose l'extrême droite avec le RN comme vaisseau amiral et toutes ces petites embarcations que sont les groupuscules violents, identitaires, Action française et autres nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire néo-nazis, qui ne sont pas si loin en réalité du FNRN la plupart du temps. Voilà, donc cette troisième partie sur aller regarder du côté de l'environnement dans lequel navigue le RN et les prises qu'il va trouver dans différents milieux, dans différentes institutions. J'en ai peut-être oublié. Oui, mais il y a un chapitre aussi sur les écrivains réactionnaires, ça peut aussi intéresser dans une librairie, de Vincent Berthelier, qui avait déjà écrit un livre sur cette question-là, qui a été publié 1 ou 2 ans. Les Renaud Camus, Houellebecq et autres points d'appui que trouve l'extrême droite dans le champ proprement littéraire. Voilà. Donc le livre est fait de tout ça, donc c'est pour ça que je disais que c'est une synthèse avec beaucoup de sujets qui sont abordés, avec des contributions assez courtes. On avait vraiment voulu que ce soit aussi lisible et qu'il n'y ait pas 1 milliard de notes de bas de page, etc. Donc c'est un livre, je crois, peut-être tu confirmeras ou pas, mais qui je crois est abordable et permet de satisfaire un peu notre curiosité aussi intellectuelle sur de quoi est faite, je le disais, la montée de l'extrême droite. Ouais, complètement, et qui permet d'avoir effectivement cette multiplicité de sujets dont je crois on n'aura pas le temps de tout aborder. Il y a aussi la question de la police, en fait, qui je pense est déterminante aussi pour comprendre un peu l'avènement de cette extrême droite. Peut-être pour rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, il y a certains papiers dans le bouquin qui défendent une approche que je crois qui était aussi la tienne dans tes anciens écrits, qui est d'expliquer la montée du FN. Alors non pas comme l'extrême droite pourrait le faire elle-même, c'est-à-dire en expliquant qu'on a une vague migratoire qui s'abat sur la France et l'Europe et que on a un ensauvagement de nos sociétés en mettant l'accent sur, bien sûr, les populations immigrées. Non pas non plus comme peut-être une version soft, plus soft en tout cas qu'on pourra avoir, qui est de dire que des fractions de la population vivraient une insécurité culturelle aujourd'hui, que la vague d'attentats de 2015 aurait radicalisé ces personnes-là, et qu'il existerait un peu une fracture territoriale entre des métropoles et une France périphérique. Donc là, voilà, on voit ce discours-là notamment prôné par des organisations comme le Printemps républicain, qui sont un peu d'une certaine manière en écho, ou en tout cas à cette première version. Mais ce qui est proposé dans le bouquin, en tout cas ce que plusieurs textes proposent, c'est plutôt de réencastrer en fait la montée de l'extrême droite dans une histoire politique et surtout économique, c'est-à-dire de remettre au centre de l'analyse la montée de l'extrême droite, les transformations du capitalisme et notamment sa phase néolibérale,
sa phase néolibérale de plus en plus autoritaire en réalité actuellement, et où il y aurait même quasiment une sorte de fusion récente, ou au moins des passages entre des blocs qu'on imaginait avant assez imperméables. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux peut-être dire quelques mots peut-être sur ces autres possibilités d'explication en fait de la montée de l'extrême droite, et puis revenir là-dessus sur cette nécessité de la réencastrer dans l'histoire économique. Et ce qui, à mon sens, permet une chose, c'est aussi de pouvoir, alors avec toute proportion gardée, mais de pouvoir comparer des périodes historiques différentes. C'est un peu le début du texte de Chapoutot, le premier texte qui ouvre le bouquin, en fait, monte là-dessus, en disant on a l'impression que l'histoire est partout autour de nous aujourd'hui, parce que bon voilà, il y a énormément de choses, et donc il faut toute proportion garder, il faut pas comparer outre mesure, mais en tout cas on a l'impression quand même de revivre beaucoup de choses qu'on avait lu un peu dans nos livres d'histoire à d'autres périodes du XXe siècle, et ça je pense c'est aussi peut-être l'approche un peu économique en fait qui permet aussi de comprendre ça, quoi. Beaucoup de choses, mais effectivement déjà pour commencer, il y a une série d'idées préconçues, d'idées un peu faciles qui circulent qui sont à disposition en quelque sorte sur le marché des idées ou dans le champ médiatique notamment sur la montée de l'extrême droite. Et la plus courante, c'est sans doute et c'est proposé aussi par un certain nombre d'intellectuels pour médias, que la montée du FN, ça ne fait que répondre à une demande d'autoritarisme, une demande de racisme, une demande de sécurité, une demande de dignité, etc. Par exemple, il s'appelle ce gros vendeur de bouquins qui travaille sur des sondages, là. Évidemment, son nom m'échappe. Jérôme Fourquet, voilà. Typiquement, défend ce genre de vision. Voir que la montée de l'extrême droite est une simple expression d'une droitisation fondamentale. Alors des populations, il y a la thèse un peu parfois qui est défendue, la variante forte de cette thèse, c'est que les populations mondiales ou simplement occidentales se droitisent, et donc c'est normal, la montée de l'extrême droite, ça ne fait que refléter dans le champ politique ça, sur le plan des valeurs, j'aime pas trop le terme, mais bon voilà, c'est souvent comme ça que c'est défendu. Dans le cas français, c'est une thèse qui finalement est très présente en réalité dans le champ politique depuis 20 ans. C'est la thèse de Sarkozy. Sarkozy, en fait, depuis 20 ans, dit la France est à droite, beaucoup plus à droite en réalité que le champ politique, et il faut que la droite se décomplexe, c'était tout le discours qu'il avait déjà il y a 20 ans, pour correspondre en quelque sorte à ce que fondamentalement veulent les Français, ou ce à quoi ils aspirent profondément. D'une certaine manière, le livre là récemment de Vincent Tibéri est évidemment une réponse à ça, ça s'appelle le mythe de la droitisation. Alors ça a plein de défauts aussi sur le plan méthodologique, je crois, mais enfin ça a on peut discuter sur le plan méthodologique, ça se fonde aussi sur des sondages, sur les valeurs des gens, etc. Il y a quelques petits problèmes, je dirais, méthodologiques qui peuvent se poser, mais en tout cas, ce que ça permet de dire, c'est que la thèse selon laquelle il y a une droitisation de la population française sur toute une série de questions qui seraient des migrations jusqu'aux questions économiques et sociales, en passant par le genre, les sexualités, etc. Quand on regarde les stats sur 50 ans avec des questions qui sont posées de manière à peu près similaire, voire identique, depuis 50 ans, c'est pas l'impression que ça donne. Alors je ne défendrai pas la thèse nécessairement inverse il y a une sorte de voie royale vers le progressisme en toute matière, etc. C'est génial, tout va mieux, etc. Là, ce serait un peu un discours à la démocrate américain, type Obama, vous ouvrez votre fenêtre, les oiseaux chantent, tout va bien. Au vu des échecs des démocrates ces dernières années, que ce soit la première victoire de Trump ou la deuxième, ce genre de ligne où on imagine que tout va bien parce qu'on regarde sa propre classe bourgeoise où tout va bien, effectivement, c'est sans doute à côté de la plaque. Mais donc sans parler d'une sorte de voie royale vers le progressisme, le discours selon lequel il y a une inexorable montée des idées de droite en toute matière que j'évoquais, migration, genre, sexualité, économique et sociale, ça, manifestement, ça ne tient pas la route. Bon, il y a même, sur les questions économiques et sociales, c'est très visible, la
quasi-totalité des sondages qui portent sur je sais pas, les propositions ou des propositions historiquement associées à la gauche sur les services publics, les salaires, les conditions de travail, les retraites, montrent à chaque fois que les propositions historiquement associées à la gauche sont très largement majoritaires sur l'ensemble de ces questions. Il suffisait de voir que 90% je crois ou plus des actifs ou actives en 2023 étaient hostiles à la dernière contre-réforme des retraites. C'était vrai en 2019, c'était vrai en 2010, c'était vrai en 2003 et c'était vrai aussi au début des années 90 quand on a commencé à réformer le système des retraites. Et sur les questions genre, sexualité, c'est assez net que les opinions sont moins réactionnaires qu'il y a 50 ans. Ça, c'est, je crois, un peu intuitif. Regarde, si on peut réfléchir à ce qu'on pouvait entendre il y a 30-40 ans de manière extrêmement évidente et facile parmi nos proches ou dans nos familles ou quand on était enfant, etc. Sur les migrations, ça semble plus difficile à comprendre, mais c'est vrai que les enquêtes montrent plutôt qu'il n'y a pas, là encore, une inexorable montée de la xénophobie anti-immigrée. Il y a un haut niveau de xénophobie anti-immigrée, ça, il ne faut pas se mentir, mais qui n'est pas particulièrement plus élevé que dans les années 70. Ce qui est clairement à changer, c'est que y compris vous pouviez être un électeur de gauche, y compris du PC ou du PS dans les années 70, avoir tout à fait des opinions xénophobes ou racistes, et pour autant voter pour la gauche parce que vous considériez que le clivage, je fais très vite, mais le clivage fondamental c'était celui qui vous opposait au patron, à la bourgeoisie, à la classe dominante, et que la question de l'immigration, oui, vous étiez sans doute pas d'accord avec le fait d'accueillir beaucoup d'immigrés, mais bon, que ça venait de manière très secondaire. C'est vrai que la manière dont est construit le champ politique et médiatique aujourd'hui, et depuis au moins 25 ans, fait que ces questions-là se retrouvent sur le devant de la scène et prennent une importance beaucoup plus grande dans la manière dont une partie des gens, en tout cas, se déterminent quand ils sont amenés à aller voter. Et on sait que c'est parmi les principaux déterminants du vote, notamment des électeurs d'extrême droite. Contrairement à ce que souvent on raconte, les questions sociales viennent systématiquement derrière les questions d'immigration, d'insécurité ou dites de laïcité ou liées au terrorisme, etc., qui sont souvent par ailleurs des noms de code pour parler de l'islam et de la présence de musulmans et de musulmanes dans la société française. Et donc oui, effectivement, on essaye de réencastrer en quelque sorte l'explication de la montée de l'extrême droite dans d'autres phénomènes. Déjà, il y a, plutôt que de raisonner en termes d'offres, de demande, excusez-moi, en termes d'autoritarisme et racisme, par exemple, il y a l'idée, bon ça j'avais aussi beaucoup insisté là-dessus dans par exemple la possibilité du fascisme, c'est revenir sur quelque chose qui est bien connu, qui a été étudié par d'autres, Laurent Bonelli sur les questions d'insécurité par exemple, ou sur les questions de racisme d'Éric Fassin ou bien d'autres, d'aller voir ce qui se joue du côté de l'offre, comment des partis politiques, comment des intellectuels, notamment des idéologues médiatiques, comment des médias entiers ou des éditorialistes, des éditocrates ont construit une offre autoritaire, ultra-sécuritaire, une offre xénophobe, une offre raciste, qui a structuré très fortement, y compris jusqu'aux perceptions que les gens ont de la société dans laquelle ils vivent, avec cette idée, je sais pas, qui peut être courante, d'une submersion migratoire qui va à l'encontre des indicateurs, avec l'idée d'une criminalité qui serait affreusement et de plus en plus présente, alors que tous les indicateurs sur notamment les crimes les plus graves, notamment des statistiques judiciaires et policières, montrent plutôt l'inverse. Et donc voilà. Donc regardez du côté de l'offre et voir comment les perceptions qu'ont les gens, les appréciations, y compris les valeurs entre guillemets, sont structurées par des acteurs qui ont pour certains notamment un intérêt fort à promouvoir ce type de vision du monde. Et puis après, il y a évidemment l'aspect très matériel qui est qu'est-ce qu'a fait la grande transformation ou la grande destruction néolibérale à nos sociétés. Et en particulier, il y a un mécanisme qui est sans doute le plus évident. C'est pas, alors, d'ailleurs, souvent, on imagine que c'est l'appauvrissement ou la précarisation en tant que telle qui favorise le vote d'extrême droite. La contribution d'Yann Leland montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, sur les dernières élections, notamment 2017 et 2022, les segments les plus précaires, les plus appauvris de la population avaient plutôt tendance soit à s'abstenir très fortement, soit à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ça veut pas dire qu'il y a une fraction aussi qui vote pour l'extrême droite, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, était majoritaire parmi les gens qui gagnaient moins de 1000 euros, si je ne m'abuse, là, en 2022. Et la NUPES aussi aux législatives de 2022. Donc il y a ce premier point. Donc, le néolibéralisme joue surtout par l'aspect de mise en concurrence. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose que Félicien Fauré dit aussi, peut-être pas exactement sous cette forme-là, mais dire les électeurs d'extrême droite ne sont pas tant des déclassés ou des précaires ou des précarisés que des gens qui ont peur
du déclassement, qui ont peur d'être précarisés, qui ont peur de tomber plus bas qu'ils ne sont, et notamment d'être encore plus qu'ils ne le sont dans la promiscuité avec les classes dangereuses, c'est-à-dire en fait les minorités raciales, en fait les segments les plus précarisés pour le coup des classes populaires en général, dans le territoire où ils sont. Et que c'est plutôt ce mécanisme-là de mise en concurrence des populations sur le marché du travail, sur le marché scolaire, Parcoursup par exemple, est évidemment un énorme levier de mise en concurrence et d'angoisse du côté des familles, des parents, etc., qui évidemment très précocement fait que les parents vont avoir tendance à se demander est-ce que je fais pas un mauvais choix, laisser mon enfant dans l'école publique, est-ce que pour son orientation en fin de terminale, je devrais pas dès le CP le mettre dans une école privée où il sera avec des gens comme lui, si j'appartiens au classe moyenne supérieure, des blancs, etc. Enfin bon. Donc on voit bien comment l'intensification de toutes les concurrences sur le marché territorial, sur le marché immobilier, sur le marché du travail, sur le marché scolaire, peut être un vecteur de stratégie, par exemple d'évitement de la mixité, mais par ailleurs aussi peut avoir des effets jusque sur le terrain électoral en quelque sorte. Hein. Et je pense qu'à très long terme, c'est plutôt ça qui joue que en tant que tel et sans médiation, enfin de manière mécanique et directe, l'appauvrissement lui-même. Parce que quand on regarde, j'insiste, les électorats, c'est pas, notamment quand on regarde les classes populaires qui sont nullement un bloc, quand on regarde les différents segments des classes populaires, les différentes fractions des classes populaires, on ne voit pas du tout un effet mécanique et direct du niveau de ressources. C'est pareil d'ailleurs aux États-Unis, c'est pareil au Brésil, les segments vraiment les plus pauvres de la population, quand ils votent plutôt à gauche. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aussi qui votent à l'extrême droite, hein, mais que ce soit au Brésil, dans le cas de Lula et même du candidat précédent qui était Haddad, ou les différentes campagnes de Trump au cours des dernières années, et même là dans le cas français, où pourtant c'est un cas assez singulier dans le champ des extrêmes droites au plan mondial, parce que pour le coup ils ont un réel ancrage électoral et durable dans les classes populaires, mais dans certains segments des classes populaires. Voilà, on insiste beaucoup sur ce point non pas encore une voie royale pour l'extrême droite dans les classes populaires, mais une polarisation au sein des classes populaires. Entre trois blocs, enfin trois options, en quelque sorte l'abstention, la gauche radicale et l'extrême droite. Voilà, je m'arrête là sur ce point. Ouais. Bah, en plus, à anticiper sur la question d'après, qui était, il y a deux chapitres en fait sur le bouquin qui sont des chapitres qui observent effectivement ce que quelle appropriation du côté des... On viendra en fait, je pense, dans la discussion aux questions de racisme, à la manière dont l'extrême droite se positionne, notamment par rapport au féminisme. Mais là, l'idée, c'était en tout cas avec ces deux chapitres-là, de mettre l'accent sur la manière dont les différentes classes sociales en fait se saisissent de ces questions et comment elles l'utilisent. Et donc il y a effectivement un premier chapitre où tu l'as dit sur la question des classes populaires. Et où là, moi en tout cas à titre perso, j'étais un peu perdu parce que les discours qui se sont succédés ces dernières années, un peu c'était l'UFN a gagné les classes populaires, puis en fait non, pas toutes les classes populaires, mais en fait quand même il y a quand même une partie de l'électorat qui est clairement allée de ce côté-là. Donc si tu peux juste redire un mot pour clarifier à ce niveau-là. Et puis il y a un deuxième chapitre qui est plutôt sur la question des classes moyennes. Alors on va dire peut-être plutôt une petite bourgeoisie, c'est celui de Félicien Faury, peut-être plutôt sur une petite bourgeoisie un peu traditionnelle, des commerçants, des artisans, et ça dessine un peu deux électorats du Rassemblement National avec notamment nord et sud, avec plutôt des classes populaires au nord et notamment le bassin minier où on pourra en rediscuter aussi. Ça semble très compliqué en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui essayent, mais très compliqué de mettre en place mobilisation là-bas et de comprendre ça. Et puis un électorat plus du sud de la France qui est, on va dire, économiquement mieux doté et qui est peut-être l'électorat un peu traditionnel, peut-être aussi du Front National. Donc si tu peux faire juste un petit topo sur ces deux fractions-là. Oui, et le paysage général d'ailleurs, contrairement à une représentation assez courante, c'est pas le FN comme parti des classes populaires ou le FN comme parti des petits ou le FN comme parti de la classe ouvrière. Déjà, quand on regarde son électorat au global, c'est un électorat interclassiste. C'est-à-dire qu'on va trouver dedans des bourgeois, des cadres, de plus en plus d'ailleurs de cadres, hein, si on regarde les dernières élections, qui sont passés, si vous voulez, par la voie... donc Sarkozy, qui clairement a été un facteur de radicalisation de l'électorat traditionnel de la droite, avec l'idée de se décomplexer et d'une certaine manière d'assumer les liens langagiers, programmatiques, les convergences avec l'extrême droite.
vraiment sur un plan langagier. Si t'aimes pas la France, bah tu la quittes, etc. Enfin bon, vous vous souvenez de ce genre de phrase où je vais nettoyer les quartiers au Karcher, etc. Et donc il y a eu tout ce parcours qu'a fait l'électorat traditionnel de la droite, de Sarkozy jusqu'à Fillon, et puis ces espèces de fillonistes hystérisés qui étaient les électeurs de Zemmour. Et puis, d'une certaine manière, Pécresse ne satisfaisait pas l'électorat qui avait voté quand même à 20% pour Fillon, hein, malgré tous les scandales qu'il y avait eu, il avait fait 20%. Et donc, c'est un électorat d'ailleurs pour lequel on bataillait beaucoup de candidats. Macron, en quelque sorte, toute sa politique après 2017, enfin toute sa politique, une bonne partie de sa politique, ça vise à stabiliser, à élargir son périmètre électoral en mordant sur cet électorat-là. Il avait bien ciblé que dans l'électorat traditionnel de LR, que LR allait se retrouver en quelque sorte pris en sandwich entre une extrême droite montante et le macronisme, et que en quelque sorte le macronisme avait tout intérêt à gagner l'essentiel des électeurs de droite, ce qui n'a pas réussi puisque il en a gagné une partie si on regarde les transferts électoraux d'une élection à une autre, mais une bonne partie est allée voter à l'extrême droite. Donc c'est pour ça que Pécresse fait que 4,8 je crois, 4,7. C'est qu'une partie a voté Zemmour, une partie a voté Le Pen, et une partie a voté Macron. En gros, sur les 20% de Fillon, à peu près ces trois, dans différentes proportions, hein, mais on retrouve ces trois composantes. Donc voilà, donc, patron cadre, mais aussi évidemment des classes moyennes, notamment une proportion de plus en plus significative de cadres, et je pense qu'effectivement c'est plutôt des cadres qui votaient antérieurement à droite. La petite bourgeoisie classique, des petits indépendants, commerçants, artisans, petits entrepreneurs, etc., qui est là la clientèle traditionnelle et historique de l'extrême droite. C'est partie de son premier électorat des années 80, même si dès les années 80 ils avaient aussi réussi à séduire d'autres segments sociaux. Donc il y a un très fort vote pour l'extrême droite dans ce milieu-là, qui s'abstient moins par ailleurs que les ouvriers. Donc quand on tient compte de l'abstention, c'est même dans ce milieu-là en général qu'on trouve le vote le plus élevé. Et puis ouvriers et employés, dans lequel le vote à l'extrême droite est fort, mais en tenant compte de l'abstention, on s'aperçoit qu'il ne dépasse jamais les 30%. Voilà, dans le meilleur des cas pour eux, dans le pire des cas pour nous, 30%, ce qui est évidemment beaucoup, ce qui est évidemment énorme, ce qui est beaucoup plus que ce que l'extrême droite faisait même dans les années après 88, qui a été la première percée dans les classes populaires du FN, mais qui ne correspond pas à l'idée ils ont gagné les classes populaires. 30%, vous n'avez pas gagné, enfin ça ne correspond pas à la représentation qu'assez souvent les gens ont à la fois le FN, c'est le parti de l'ensemble en quelque sorte des classes populaires, et l'ensemble des classes populaires votent pour le FN. D'abord, il y a une bonne partie de l'électorat du FN qui est bourgeois ou petit bourgeois, et inversement, si on prend le problème dans l'autre sens, il y a une partie très conséquente, majoritaire, 70% des classes populaires qui ne met pas un bulletin de vote dans l'urne, soit parce qu'elle s'abstient. On ne parle même pas des non-inscrits qui sont importants au milieu ouvrier. Je ne parle même pas du fait que dans la classe ouvrière, il y a beaucoup d'étrangers qui de toute façon n'ont pas le droit de vote du fait des trahisons du PS, puisqu'ils avaient promis en 81 et ils avaient promis aussi en 2012, et ils ne l'ont jamais fait. Et donc, si on prenait vraiment en compte l'ensemble de la classe ouvrière en France aujourd'hui, des gens au minimum qui sont classés comme ouvriers, et qu'on regardait la proportion qui votent pour le FN, on descendrait sans doute, prenant en compte les non-inscrits, etc., autour de 20-25%. Encore, c'est beaucoup. D'accord, c'est beaucoup trop, mais on est loin là encore du raz-de-marée qu'on nous décrit bien souvent dans les médias. Alors je dis ça, en même temps, depuis 7-8 ans, je passe aussi un temps important à dire, par contre, il ne faut pas faire l'autruche. Il y a un réel problème. Quand parmi les ouvriers qui votent, il y en a presque, et là ils ont fait vraiment une percée encore, enfin ils ont accru leur percée en 2024. J'ai regardé les différents sondages sortis des urnes sur plusieurs milliers d'individus. Donc, a priori c'est relativement robuste, vu que ça on le retrouve dans les différentes enquêtes. Ils ont atteint quasiment 50% des suffrages exprimés parmi les ouvriers. Voilà, donc là encore, c'est ne pas maximiser la progression du FN, enfin, ne pas imaginer que l'ensemble des classes populaires votent pour le FN, etc. Ne pas imaginer qu'il n'y a pas de problème. Bon, ce qui peut être la tentation inverse ou symétrique par rapport à ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans Non, mais peut-être aussi, juste pour relancer par rapport à ça, il y avait un concept qui me... Parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais qui m'interpelle aussi, ce truc de conscience triangulaire. Donc on a stoppé le nous contre eux, les gens d'en bas, les gens d'en haut, et là on se représente beaucoup plus nous, eux d'en haut effectivement, mais aussi eux juste à côté, les assistés, ceux qui profitent du système. Et donc
Ça, c'est aussi un basculement qui, enfin moi ça m'interroge, c'est aussi un basculement dans les mentalités, dans les têtes. Et donc c'est peut-être ce qui précède le vote in fine, mais c'est parce qu'on réfléchit comme ça qu'on va se mettre notamment à voter pour le Front National. Et donc là c'est une question un peu plus stratégique, mais c'est comment faire en fait pour essayer de transformer les mentalités, transformer les consciences, comment essayer de déconstruire un peu ces choses-là qui sont de plus en plus présentes, notamment ici. Oui, alors effectivement, c'est un mécanisme assez fondamental qui effectivement existe dans la littérature sociologique comme conscience triangulaire. C'est l'idée que, contrairement à une représentation aussi assez habituelle, la manière de percevoir le monde social quand on est ouvrier, quand on est membre des classes populaires, etc., elle n'est pas binaire. C'est pas simplement nous contre eux, effectivement, ceux d'en haut, ceux d'en bas, les riches, les pauvres, les bourgeois ou les patrons et les travailleurs. Il y a une sorte de troisième catégorie qui fait que cette conscience est triangulaire, qui est en quelque sorte la France d'en haut, la France d'en bas et la France d'en dessous de la France d'en bas. C'est justement ceux que j'évoquais tout à l'heure comme les gens perçus ou construits comme classe dangereuse, mais on voit bien à quel point c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Les vagabonds dans l'ancien régime ou jusqu'au 19e siècle, les classes, ceux que Chevalier avait appelé les classes dangereuses au 19e siècle, donc ces fractions, ce que Marx avait appelé le Lumpenprolétariat, le prolétariat en haillons, les segments les plus déclassés, appauvris du prolétariat, en quelque sorte peuvent jouer évidemment comme repoussoir, et en quelque sorte dans une situation historique où on nous a vendu l'idée depuis 40 ans qu'il n'y avait pas d'alternative, que les riches d'une certaine manière étaient intouchables, qu'on ne pouvait pas s'attaquer au pouvoir patronal, au pouvoir de la bourgeoisie, des mots qui ont même disparu de la langue de gauche pour l'essentiel, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est une sorte de redistribution presque horizontale entre ceux qui ont quelque chose mais qui ne devraient pas l'avoir, puisqu'ils ne sont pas d'ici, et ceux qui ont quelque chose et qui mériteraient quand même d'avoir un peu plus, parce que c'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui travaille dur, c'est la France qui ne revendique pas, qui ne se révolte pas, qui ne va pas casser des vitrines, etc. Donc par ailleurs, voilà, toute une représentation que la droite et l'extrême droite ont cherché à promouvoir depuis plusieurs décennies. C'est toute la vision sarkozyste de la France qui se lève tôt que j'évoquais tout à l'heure. Chacun sait ici que si on se lève tôt, vraiment tôt, à 5-6 heures, le genre de personnes qu'on va en majorité voir dans le métro parisien, ou j'imagine le métro lillois, même si je ne suis pas lillois, même si j'enseigne à Lille, je ne devrais pas le dire. Mais bon, voilà, la France qui se lève tôt, dans la représentation que s'en fait la France en quelque sorte sarkozyste, c'est évidemment plutôt une France blanche et une France qui ne se révolte pas quand il y a un meurtre dans son quartier, etc. etc. Bon. Donc voilà, d'une certaine manière, la droite et l'extrême droite sont tout à fait conscients, je crois, de ce mécanisme-là, qui est, en fait, on pourrait aussi l'exprimer différemment, c'est un peu l'idée que le fatalisme de classe, le fatalisme de bien des travailleurs ou travailleuses, bien des salariés vis-à-vis de ce qui se prennent dans la gueule et qui peuvent tout à fait trouver détestables par ailleurs, des réformes, des contre-réformes qui dégradent leurs conditions de vie, de retraite, de travail, etc. Des politiques de redistribution des richesses vers le haut, en quelque sorte, des politiques notamment fiscales qui font que les riches sont de moins en moins imposés, les entreprises sont de moins imposées sur leurs bénéfices, etc. Et que pour le coup, les impôts qui touchent le plus la population, notamment les classes populaires, par exemple la TVA, elle, nous touche de plus en plus et il y a les questions d'inflation, etc. Bon, mais on a promu en quelque sorte ce fatalisme de classe, ce fatalisme sur ce sentiment d'impuissance, si vous voulez. Et que ce sentiment d'impuissance, en quelque sorte, il doit être compensé d'une manière ou d'une autre. Et il est compensé par une sorte de volontarisme racial raciste, consiste à dire, oui, c'est vrai qu'on ne peut plus rien faire face au marché mondialisé, si la moindre chose qu'on essaierait de faire, on se prendrait les agences de notation, la finance, l'augmentation de la dette, bientôt il n'y aurait plus, comme on a fait le coup en Grèce en 2015, on ne pourrait plus retirer de l'argent aux distributeurs, on ne pourrait plus aller se soigner, les pharmacies fermeraient, etc. Borne nous a quand même fait le coup de la carte vitale ne marcherait plus là au 1er janvier, etc. Donc voilà, un discours catastrophiste sur la moindre mesure de rupture avec le consensus néolibéral. Et donc on va le compenser, la compenser par quelque chose qui n'est pas très coûteux en termes de finances publiques, quoique ça coûte de l'argent de mettre mettre des gens aux frontières. Enfin, il y a tout un business de la frontière. Il y a eu un bouquin il y a quelques années, j'ai la découverte, le nom échappe, je crois,
le business de la xénophobie, il me semble. Xénophobie business, voilà, bravo. On sent l'éditeur chez Découvert. Xénophobie business. Mais c'est vrai que ça coûte moins effectivement, que ça coûte moins en termes de rapport de force qu'il s'agirait d'instaurer avec le patronat, c'est que si vous vouliez augmenter le taux de cotisation pour mieux financer les retraites, mieux financer la sécu, taxer davantage les plus riches, taxer davantage les bénéfices des entreprises qui n'ont jamais été aussi peu taxés, en particulier les grandes entreprises. Et donc, par contre, on peut s'imaginer que les profits électoraux, en réalité, c'est pas tout à fait vrai pour les partis du centre, puisqu'en fait, ils ont eu quelques profits électoraux pendant un certain nombre d'années, et puis là, ils voient bien que, selon le mécanisme que décrivait Jean-Marie Le Pen dans les années 90, qui est qu'à la fin, l'électeur préfère l'original à la copie, eh bien, la proposition électorale des centristes consistant à aller de plus en plus sur le terrain de l'extrême droite, de la xénophobie, du racisme, n'est pas payant à long terme. Il a pu être payant éventuellement à court terme, pour certains acteurs politiques, pas pour tous d'ailleurs, parce que Manuel Valls, paix ou pas paix à son âme, ça lui a pas été vraiment profitable, ni d'ailleurs à François Hollande, qui est le seul président de la République qui n'a pas pu se représenter tellement il était impopulaire, comme quoi la xénophobie ça paye pas toujours, déchéance de nationalité, discours sur les Roms, enfin j'ai pas besoin de vous rappeler, je pense tout ce qu'ils ont fait entre 2012 et 2017 sur ce terrain-là. Donc voilà, moi je trouve que ce mécanisme-là, fatalisme de classe, qui a été politiquement produit à partir de la fin des années 70, Margaret Thatcher en Angleterre, mais le Parti Socialiste a eu un rôle sans doute beaucoup plus profond et important dans le contexte français que la droite de ce point de vue-là, puisque dans les années 80, c'était tout le discours, y compris de libération sur vive la crise, on va enfin pouvoir changer de modèle, toute cette bureaucratie des services publics et du droit du travail, tout ça, ça nous empêche d'exprimer notre potentiel, notre talent, etc. Et donc on va bazarder tout ça pour entrer de plein pied dans la société moderne, néolibérale, qui va nous permettre à tous et toutes de voir les richesses par ailleurs ruisseler sur nous, puisqu'on arrête on va imposer moins les riches, etc. Tout ça, évidemment, plus personne n'y croit véritablement, enfin, pour l'essentiel. Voilà, et donc le fatalisme de classe politiquement produit dans de très larges pans de la population française, c'est par ailleurs ce qui peut expliquer qu'on voit ces résultats-là, que 80-90% des gens sont d'accord avec des propositions historiquement associées à la gauche, et qu'en même temps ça se voit pas tant que ça sur le plan électoral, parce qu'on pourrait se dire, mais alors du coup c'est hyper paradoxal, pourquoi les gens qui sont à fond pour les services publics, l'augmentation des salaires, la baisse de l'âge de la retraite, etc., ils votent pour des partis qui manifestement ne défendent pas ça, quoi. Une des raisons, c'est qu'on peut tout à fait être pour ça et en même temps penser que c'est pas possible. Parce que précisément, on nous apprend depuis 40 ans que c'est pas possible, que c'est plus possible dans l'état du marché mondialisé, etc. Bon voilà, donc tout ça pour dire que c'est le volontarisme raciste, en quelque sorte, il vient compenser en quelque sorte cette impuissance politiquement produite et de manière permanente par les grands partis politiques. Et évidemment, par ailleurs, les chances de succès ou les raisons du succès de ce volontarisme raciste, notamment xénophobe, notamment islamophobe, depuis 20 ans, c'est le fait qu'on est dans un pays qui est profondément et de très longue date, travaillé par, je dirais, son histoire esclavagiste, coloniale, impériale, qui fait que c'est en quelque sorte, on a pu facilement s'appuyer, par exemple, pour diffuser l'islamophobie au cours des 20 dernières années, sur toute une série de représentations et perceptions très courantes qui étaient issues de l'histoire coloniale. L'islamophobie est typiquement un racisme colonial, qui par ailleurs rejoue y compris certains lieux communs de l'antisémitisme classique. L'antisémitisme, la société française était une société où l'antisémitisme était sans doute parmi les plus profondément ancrés dans l'Europe de la première moitié du XXe siècle. Enfin, donc sont recyclés toute une série de lieux communs sur l'omniprésence des musulmans, leur tentative d'infiltration, vous savez, l'infiltration de l'islamo-gauchisme ou des islamistes dans l'école, dans l'université. Ça, c'est typiquement pour moi un discours antisémite. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on parle des juifs dans les années 30. Simplement, évidemment, là, on parle des musulmans. Mais sincèrement, l'histoire de l'infiltration en cachette, comment ils disent les islamophobes, reprenant un mot arabe, la taqiya, sur le fait qu'ils font ça en douce, en se dissimulant, etc. Enfin, ça, c'est typiquement les structures même de la pensée antisémite qui sont recyclées dans l'islamophobie contemporaine. Je ne dis pas que les deux se superposent, mais il y a très clairement une articulation qui s'opère de ce point de vue-là. Bon, désolé, je pars un peu dans tous les sens. Non, très bien. Et peut-être pour finir le tour d'horizon, d'aller voir tout en haut du spectre social, du côté de la bourgeoisie. Donc la troisième partie, elle s'appelle maintenir un ordre bourgeois. Et donc revenir sur, je pense,
l'inévitable Bollorisation avec les médias. Et peut-être juste une anecdote par rapport à ça. Moi, je me souviens qu'au moment où je pense on était tous en train d'halluciner sur ce qui était en train de se passer avec la dissolution, avec tous ces trucs-là, je me souviens d'un article du Monde, c'était Raphaël Baquet, qui expliquait comment Bolloré avait organisé un dîner avec Éric Ciotti pour organiser le ralliement de Ciotti en fait, au Front National. Moi, je me rappelle avoir été quand même assez stupéfait en lisant ce truc-là, c'est-à-dire, on le voyait venir depuis plusieurs années, il a les médias, il a les éditions, il a énormément de pouvoir et il avance en fait un agenda très clairement raciste, d'extrême droite. Mais là, en fait, il se transformait quasiment en acteur en fait du jeu politique, c'est-à-dire qu'il prenait les gens, il les mettait ensemble et il essayait de constituer les alliances, les coalitions au sein de... Et je me souviens avoir été vraiment, je pense à ce moment où j'ai vraiment pris conscience et que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Là on a vraiment l'impression de voir l'histoire se faire, quoi. Des fractions de la bourgeoisie qui décrochent complètement et qui partent avec l'extrême droite et qui organisent l'extrême droite et en plus là on l'a vu, Bolloré est pas le seul en fait, derrière lui en fait il y a plein de... Donc est-ce que tu peux revenir sur ça aussi, sur le rôle que joue la bourgeoisie à travers ses médias, à travers ces entreprises, mais aussi même quasiment maintenant à travers une intervention en fait directe quasiment sur le jeu politique, quoi. C'est là où le fait d'avoir des repères politiques et historiques sur les questions notamment du fascisme classique est, je crois, importante. C'est que ça permet de pas se faire là encore berner par le discours de le fascisme italien de Mussolini ou le fascisme hitlérien était en quelque sorte là encore porté par les classes populaires, etc. Je précise que dans l'Allemagne du début des années 30, la classe qui a le plus résisté au nazisme sur le plan électoral et évidemment sur le plan social, des mobilisations, etc., c'est évidemment la classe ouvrière. Et dans le cas italien, Mussolini n'a jamais véritablement réussi à pénétrer très profondément dans la classe ouvrière. Bon, dans les deux cas, il y avait des organisations existantes, syndicales, politiques, qui ont permis de faire barrage. Alors ça ne veut pas dire que dans tous les segments de la classe ouvrière dans ces deux pays, personne n'a été gagné par le fascisme, hein, mais bon voilà. Et par ailleurs, ça permet de rappeler que, y compris le fascisme mussolinien n'a émergé comme force significative qu'avec les fonds, que dès lors qu'on lui a donné de l'argent, et notamment les grands propriétaires terriens, pour attaquer notamment les ouvriers agricoles qui avaient gagné des droits dans les années précédentes, des mairies socialistes, des bourses du travail, des maisons du peuple, etc. Les attaquer, les brûler, agresser des gens, intimider, tuer des militants, etc. Et que dans l'Allemagne nazie, c'est bien connu, on peut lire le dernier livre, la synthèse, Le monde nazi de Chapoutot, Patin et Ingrao qui le rappelle, par exemple. Bon, mais à quel point leur émergence dès le départ, puis leur progression à partir de 29, à partir de la crise et jusqu'à leur arrivée au pouvoir, a été largement financée par des grands groupes industriels capitalistes qu'on peut cibler, etc. Et notamment, il y avait même un empire médiatique sur lequel insiste beaucoup Chapoutot, je crois qu'il prépare un livre là-dessus, j'ai oublié le nom de Hugenberg, c'est ça exactement, qui faisait pas partie d'ailleurs du parti nazi, qui faisait partie du concurrent du parti nazi à l'extrême droite, mais qui a financé très largement et a permis aux nazis d'utiliser intensivement son empire médiatique pour progresser au tout début des années 30. Bon voilà, donc ça c'est un peu le paysage historique. Alors sur aujourd'hui, je dirais qu'il y a, ça permet, je pense on pourrait résumer ça en disant l'extrême droite est toujours pro-capital et le capital trouve toujours un intérêt à ce que l'extrême droite parvienne au pouvoir. Bon. Alors elle est toujours pro-capital, qu'elle soit d'ailleurs, que ça se manifeste à travers des politiques économiques libérales ou à travers des politiques économiques qui font intervenir davantage l'État en soutien de la demande, etc., comme c'était davantage le cas. Mais même quand ils faisaient ça, c'était en soutien direct au capital, notamment dans les industries militaires, dans les grandes industries, etc. C'était pas, même s'il y avait une intervention d'État, parce que parfois on dit le fascisme de l'entre-deux-guerres, il utilisait beaucoup l'État, donc c'est pas... il y a beaucoup de confusion sur... on peut être en quelque sorte, faire intervenir beaucoup l'État et tout à fait capitaliste et pro-capital, etc. Il n'y avait absolument rien de contradictoire de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ils sont très clairement, ils défendent des politiques beaucoup plus du côté libéral, en réalité, dans le monde entier, ces extrêmes droites. Alors, si on prend la situation française, on voit en quelque sorte trois situations différentes. On a les capitalistes, en quelque sorte, idéologiquement,
alliés et associés à l'extrême droite, Bolloré ou Sterrin par exemple. Sterrin, c'est un autre bonhomme qui a fait fortune dans les Smartbox et qui a promis à travers un plan qu'il a appelé le projet ou le plan Périclès de donner je crois 100 millions d'euros au cours des 10 prochaines années sous la forme de création de Cénac, de think tank, de lieux de formation pour des futurs élus de droite et d'extrême droite, etc. Bon, de mettre beaucoup d'argent pour favoriser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, en disant clairement le RN, Reconquête et en gros la droite de LR, quoi. Donc il y a ceux-là qui ont des motivations idéologiques, mais aussi évidemment économiques, et là ça mord sur le deuxième groupe qui est en quelque sorte, là je parle au niveau mondial, même les capitalistes qui ont un intérêt économique immédiat à ce que l'extrême droite, notamment productiviste, ou comme dirait un autre, carbo-fasciste en quelque sorte, arrive au pouvoir. Donc par exemple, si vous êtes dans les industries extractivistes, évidemment, voir arriver quelqu'un comme Trump au pouvoir, c'est plutôt un point positif pour vous. Enfin bon, donc dans le système en plus de financement de la vie politique états-unien, où on peut donner beaucoup d'argent directement sans contrôle, etc., on voit ces grands groupes qui ont tendance à financer des candidats qui défendent des politiques de ce type et sont centrés sur les industries extractivistes. Donc il y a ceux qui ont un intérêt immédiat. Après, je dirais que c'est plus la situation de la majorité du capital français, c'est que on pourrait se dire, il y a un côté paradoxal, pour eux Macron c'était très bien. Pour eux c'est très bien. Sous tous les plans d'ailleurs, économique et social, c'est-à-dire qu'il a fait des réformes, enfin une partie seulement des réformes qui étaient attendues, mais une bonne partie quand même des réformes qui étaient attendues par le capital français. Donc je doute que le capital en France soit, disons, déçu ou très fortement déçu de ce qu'a fait Macron sur ce plan-là, en termes de fiscalité, en termes sur les questions de, je sais pas, la réforme des retraites, sur les questions d'allocation chômage, etc. Il est allé dans le sens qu'on attendait de lui, c'est-à-dire mettre la France à l'heure, en quelque sorte, du néolibéralisme allemand ou anglais, là où on considérait que la France avait pris du retard, en quelque sorte, dans la modernisation néolibérale de son économie, etc. Bon. Et puis même sur le terrain sécuritaire. Parce qu'on pourrait se dire, oui, ils veulent l'extrême droite au pouvoir pour faire de la répression. Enfin, la répression, elle est là. Enfin, et le saut sécuritaire et autoritaire, depuis 2016, il est là. Et sur tous les plans, et en prenant n'importe quel indicateur. Je lisais des tweets là, hier de Paul Rocher, qui a fait plusieurs livres sur les questions de police, qui se fondait sur un rapport, je sais plus, c'était un rapport officiel sur l'usage des armes, notamment par la police. Et on voit l'explosion, alors, et ça fait plusieurs fois qu'il le montre, hein, mais là, enfin, chaque année, on voit une augmentation qui est énorme de l'emploi d'armes de guerre. Donc, par ailleurs, la France et la police française est la seule à utiliser dans le contexte européen, là encore, si je m'appuie sur ce que dit Paul Rocher, notamment des grenades de désencerclement qui n'étaient quasiment pas utilisées il y a une dizaine d'années, qu'il était suffisamment pour que Rémi Fraisse soit assassiné pendant une manifestation en 2014, si je ne m'abuse, donc sous le gouvernement socialiste à Sivens. Donc armes de guerre comme des grenades de désencerclement ou les fameux LBD, ou flashball, etc., qui ont éborgné tant de personnes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a par exemple un autre indicateur qui est le nombre d'arrêtés d'interdiction de manifestation. Il y en avait, j'ai regardé récemment, il y en avait à peu près moins d'une dizaine, je crois, au milieu des années 2010. Il y en a eu presque 300 l'année dernière. C'est hallucinant. Enfin, quand on regarde, l'ensemble de ces chiffres, c'est pas une augmentation linéaire, etc. On a vraiment une explosion de l'ensemble des indicateurs signalant une accélération autoritaire en France. Donc, en quelque sorte, la réponse même, cette réponse-là qui consiste à dire ils ont besoin de l'extrême droite au pouvoir parce que ils vont taper fort sur les gens, et notamment sur la mobilisation sociale, j'y crois assez peu parce que en fait, les gouvernements bourgeois, y compris historiquement, enfin bourgeois dits démocratiques, ils n'ont eu aucun problème, y compris à réprimer très durement et parfois à massacrer, que ce soit évidemment dans l'empire colonial, mais aussi sur le territoire français. Enfin, c'est pas l'extrême droite qui a massacré le 17 octobre 61. Enfin, il y avait sans doute des gens qui étaient issus de l'extrême droite et qui avaient appartenu à l'extrême droite, ça c'est évident, mais notamment chez les flics. Mais ceux qui ont décidé le massacre du 17 octobre 61, c'était pas l'extrême droite. Ceux qui ont massacré les communards, bon évidemment, ça paraît loin. Hein. Un siècle auparavant, enfin 90 ans auparavant, c'était la droite bontin de Adolphe Thiers. Je crois qu'il y a eu 20 à 30 000 insurgés qui ont été massacrés en plein Paris. Enfin, bon. Donc, d'une certaine manière, la bourgeoisie peut tout à fait compter sur des gouvernements dits démocratiques pour réprimer très durement les mobilisations sociales quand elles considèrent que c'est nécessaire. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de l'extrême droite ? Parce qu'ils attendent quelque chose. Manifestement, il y a quand même un bouger de leur point de vue. Ils invitent Jordan Bardella, ils veulent entendre ce qu'il a à dire. Comme il y a quelques années, ils voulaient entendre Marion Maréchal. Enfin, ça, c'est des choses qui sont inédites. Il y a encore 10 ans, on n'invitait pas au MEDEF
bref, les représentants de l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'ils en attendent ? C'est assez simple en réalité. Ils attendent une sorte de solidification du bloc social au pouvoir, avec l'idée que ce que permettra l'extrême droite au pouvoir, ce que permet l'extrême droite, c'est qu'elle a un bloc social, elle a une assise dans la société que n'ont pas ou que n'ont plus, voire que n'ont jamais vraiment eu les néolibéraux en France, que n'a jamais eu Macron, dont l'assise dans la population a toujours été faible, même en 2017 où les éditorialistes disaient « extraordinaire victoire, triomphe et tout », on n'a jamais vu une majorité aussi mal élue qu'aux législatives de 2017, alors qu'il venait juste d'être élu. Vous pourrez regarder toutes les élections depuis 30 ans, aucune majorité n'a été aussi mal élue. Alors en plus avec un taux d'abstention absolument énorme en 2017 aux législatives. Donc en fait, ils ont eu un problème qui est la question en fait de Gramsci, la question du consentement. La question du consentement aux politiques néolibérales qui sont imposées en toute matière et à peu près à toutes les couches de la population, en tout cas qui ont des effets sur toutes les couches de la population. Donc en quelque sorte, ce qui peut les intéresser, le capital, vis-à-vis d'extrême droite, c'est ça, c'est avoir une domination, en quelque sorte, qui soit plus stable politiquement, parce que, en quelque sorte, oui, les réformes sont faites, et encore, je pense qu'ils estiment que, du fait de l'instabilité sociale, Macron n'a pas pu aller aussi vite et c'est vrai, sans doute qu'il n'a pas pu aller aussi vite, vu qu'il y a eu des grandes luttes quasiment chaque année depuis son élection, que ce qu'il aurait voulu. Il aurait sans doute voulu aller beaucoup plus vite en matière de retraite, en matière d'allocation chômage, en matière de droit du travail, en matière de services publics et donc de privatisation, que ce qu'il a pu faire, vu le niveau de résistance que la société française lui a opposé, notamment si on compare aux autres pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, peut-être que le patronat et la bourgeoisie se disent, bon, on a une autre carte, parce qu'eux, ils ont toujours plusieurs fers au feu, ils veulent toujours avoir plusieurs options, et c'était déjà le cas dans l'entre-deux-guerres. Les nazis ou les fascistes n'ont jamais été la première option, ils ont été en quelque sorte une option qui leur a semblé convenable à un moment donné, mais ils avaient d'autres options. Et bien là, c'est pareil. Ils ont cette option, comme les capitalistes brésiliens, à un moment, se sont dit, bon, la droite est légitime, il y a ce gars, là, Bolsonaro, ok, c'est un clown, mais on pourra en faire ce qu'on veut. Bon, de fait, c'est un peu le raisonnement qu'ils ont eu, et je pense pas qu'ils se disent, Le Pen, c'est une clown, mais ils se disent... Oui, c'est sûr que bon, c'est pas le sérail pour eux en quelque sorte, même si socialement elle vient du sérail, elle vient de l'Ouest parisien, c'est une grande bourgeoise et éduquée dans la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien, dans ses institutions scolaires, etc. Mais bon, elle est pas, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui était à l'UMP antérieurement, donc politiquement c'est pas leur première option, mais ils se disent bon, ça pourrait peut-être permettre de stabiliser le capitalisme français et permettre d'aller plus loin et plus vite dans les réformes, sans avoir chaque année ces contestations, etc. Alors c'est un pari, hein, ça ne veut pas dire qu'il peut se passer des tas de choses s'ils arrivent au pouvoir, effectivement une forme d'apathie dans la société française, ou alors une recrudescence des mobilisations, personne peut à mon avis, peut le savoir à l'avance. Mais voilà, donc ça je pense que c'est un point important, à mon avis, c'est ça qui peut faire en sorte que... c'est ça qui, à mon avis, explique qu'il n'y a pas simplement Bolloré, Sterrin, etc. Il y a toute une partie du capital en France, et en Italie, c'est le cas aussi, enfin, y compris en France, je pense qu'ils regardent du côté italien en se disant, moi, finalement, qu'est-ce qu'a fait Mélanie, etc. Qui regardent du côté de l'extrême droite en se disant, là, Macron, il est en fin de cycle, les autres derrière, c'est pas sûr qu'ils puissent assurer, notamment avoir une assise suffisante dans la société française pour faire passer les réformes que nous on estime nécessaires, qui pour faire le job, peut-être eux finalement. Peut-être qu'on peut ouvrir la parole si vous avez des questions. Merci pour l'intervention et merci pour la présentation de l'atelier d'histoire critique. Alors moi, c'est deux questions remarques, on va dire. Ça rebondit sur ce qui a été dit à la fin, sur la question de la solidification de la base sociale. Il est clair que les néolibéraux ont quand même un socle, on va dire, de majorité sociologique extrêmement faible. Je crois qu'il y a même des études qui avaient été faites qui disaient qu'en réalité, c'est moins de 10% de la population qui, sociologiquement, les soutient et y a intérêt. L'intérêt pour eux de l'extrême droite, il est à mon sens très clair, c'est que la société néolibérale est une société d'anomie, c'est-à-dire il n'y a plus de grands récits collectifs, il y a plus... on pousse l'individualisation à l'extrême. Or, l'extrême droite, et c'est peut-être triste à reconnaître, mais c'est un fait, elle propose un récit collectif. Le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, c'est bien aussi un récit fédérateur. Et c'est aussi pour ça qu'elle peut tenir politiquement dans une partie des milieux populaires qui ont soit le néolibéralisme qui ne remplit ni leur esprit ni leur poche, donc ça les intéresse pas. La gauche, au mieux, on croit que c'est plus possible. Et l'extrême droite leur propose un récit, disons une vision du monde
cohérente et inclusive, puisque mieux vaut toujours être un petit peu au-dessus de celui qui est encore moins parce qu'il est immigré, etc. Donc c'est ça qui intéresse la bourgeoisie profondément, et ce qui lui permet de tolérer que, par exemple, alors là ce sera plutôt la question sur des précisions, que le FN ait au moins, à la différence de beaucoup de ses collègues européens, une apparence sociale dans son programme. Si elle fait tomber dans quelques minutes le gouvernement, c'est aussi pour justement garder cette pseudo-hypocrisie sociale, puisqu'il y a effectivement d'autres extrêmes droites. Je pense à l'extrême droite espagnole, par exemple, où tout ce discours d'apparence anti-néolibérale n'est pas du tout présent parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et du coup, ma deuxième remarque, c'est est-ce que là où la gauche reprend un peu tête, leur retient à nouveau un peu la dragée haute, est-ce que ça leur fait pas peur? Est-ce que c'est là où ils n'ont pas besoin d'entretenir cette ambiguïté par rapport à une apparence de critique du néolibéralisme? Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est finalement qu'on a affaire très probablement, et c'est dit dans le livre, à un courant politique qui est quand même, et ça, ce sera la note d'optimisme, un petit peu plus friable qu'on peut le penser quand on est militant de gauche, parce que bon, on a dit les 30% d'ouvriers qui votent pour les fascistes, du temps du programme commun, en fait, il y avait bien 30% d'ouvriers qui votaient déjà à droite, donc on peut dire que c'est peut-être aussi ce pôle-là qui s'est mis dans un seul vote, parce que bon, le reste de la droite, dans le monde ouvrier, c'est Pécresse, c'est 0, Dupont-Aignan, c'est 0, etc. Donc c'est pas non plus nécessairement nouveau, ça c'est la première note d'optimisme, et le deuxième point pour terminer, c'est qu'en réalité, comment dire, il y a sans doute comment je vais dire ça, quand même une question par rapport au déclassement social. Moi, ce que j'appelle le déclassement social, en tout cas dans mes recherches, qui consiste à dire qu'effectivement c'est plus compliqué que la question économique, et que si on prend la question de l'intégration dans la société, ça fait le point avec mon histoire de récit intégrateur, en fait peut-être que la demande sur une partie des classes populaires sur l'extrême droite, c'est une demande de refus de l'anomie, d'avoir des récits d'inclusion collective, tout simplement de ne pas être l'individu largué face au rouleau compresseur du marché. Ils se trompent sans doute évidemment de bouc émissaire, mais il y a au moins presque l'idée, j'allais dire, d'avoir envie de faire de la politique. Ça va peut-être être choquant de le dire comme ça, mais est-ce que la croissance de l'extrême droite, c'est pas d'abord et avant tout l'échec, alors du Parti Socialiste, pour moi il n'est pas de gauche, mais au-delà même de la gauche, d'avoir pas réussi à imposer un récit, disons, intégrateur, collectif, une projection, j'allais dire, dans un avenir qui soit au-delà d'un avenir purement électoral ou de programme électoral. Et c'est en ce sens-là que le travail de l'Institut La Boétie, qui n'a pas une vision, à mon sens, morale, mais matérialiste de l'action de l'extrême droite, est intéressant, et propose aussi des pistes de réflexion pour faire un contre-récit hégémonique, si je puis dire, à cette problématique-là. Voilà. Je vous remercie. Désolé, j'ai été un petit peu... Tu veux répondre de suite? Peut-être qu'on comprend bien, mon cher. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous pouvez parler librement. Non, moi c'est juste un... déjà bonjour, merci pour l'intervention, pardon. Moi c'est juste un sorte de complément question de ce que je voulais dire, parce que vous parliez de l'Institut de la Boétie, et notamment de ce que ça représente dans la gauche, et notamment au sein de LFI, et en disant qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalent dans la droite, notamment l'extrême droite. Mais je voulais quand même poser un peu la question de l'ISEP, l'ISSEP, de Marion Maréchal Le Pen, qu'elle est en train de créer. Enfin, qu'elle est encore en train de créer, non, parce que c'est quand même créé depuis 2018. Donc ça peut un peu... Il y a plein de questions sous-jacentes, parce que du coup, c'est pas du tout revendiqué comme quelque chose de militant, à la base, parce que c'est quand même censé être une formation de l'enseignement supérieur. Mais... un peu quid de ce que ça représente déjà de l'extrême droite, et aussi de sorte d'élitisme on vous donne une formation un peu d'extrême droite, mais que pour ceux qui sont capables d'aller dans le supérieur. Donc c'était un peu une sorte de remarque que je voulais faire, et qui a aussi revient à ce que vous disiez en fait c'est pas forcément les classes populaires qui vont voter pour l'extrême droite. Voilà. Allez-y. Moi, j'aurais une question sur le rôle de l'État, les différentes composantes de l'État, par rapport justement à l'extrême droite. Bon, alors la police, c'est assez clair, mais bon, si on peut revenir, y compris sur la police, au niveau de la montée
en termes d'électorat d'extrême droite dans la police. Mais l'armée, par exemple, j'ai aucune idée. A priori, mais bon, enfin, je veux dire, et d'autres, par exemple, même l'enseignement, enfin, le monde enseignant, je crois comprendre, enfin, voilà. Et puis, au niveau de la tête de l'État, bien sûr, là, la tête de l'État, quel est son jeu? Allez, trois questions, c'est bien pour commencer. Sur l'ICEP, bon, en vrai, c'est rien. Sincèrement, c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est presque plus intéressant sur pourquoi les médias ont donné une telle publicité à ce machin, sans jamais vérifier que ça existait vraiment, alors qu'en fait, quand on regarde, ça existe quasiment pas en fait. C'est une brochette de gens qui étaient déjà à l'extrême droite, qui vont faire quelques conférences une fois de temps en temps dans le cadre de cet institut. C'est vraiment, enfin, effectivement, ça a été marketé comme une formation d'enseignement. Ça n'a ni, enfin, c'est pas le début du quart, du dixième de ce que pourrait être une formation dans l'enseignement supérieur, de quoi que ce soit. Et même comparé aux instituts que j'ai évoqués, enfin, aux fondations en fait intellectuelles. Je ne peux même pas comparer aux fondations qu'on retrouve dans certains pays, notamment en Allemagne, qui sont alors, des mastodontes en quelque sorte. Mais l'ICEP, c'est vraiment rien. En fait, Marion Maréchal s'est servi de ça. Quand elle est sortie du FN en 2017, elle avait besoin d'exister dans le champ politique. Elle n'était plus députée, elle n'était plus l'une des principales porte-parole d'une des grandes organisations dans le champ politique. Et donc, pour exister dans les médias, et notamment continuer à se faire inviter, avoir un truc à raconter, etc., moi, je pense qu'elle a lancé ça. En vrai, c'est là où on voit, par exemple, que ce qu'on a appelé parfois, et là encore avec beaucoup de complaisance de la part des médias, ou certains, une forme de gramschisme de droite. C'est l'idée, l'extrême droite et une partie de la droite prennent au sérieux la bataille des idées, la bataille culturelle, etc. Ça, c'est vraiment un vernis, c'est un discours de surface. En vérité, ça va pas plus loin que l'idée d'être très présent dans les médias ou effectivement de construire, pour le coup, de construire des médias, ce qui est lié au fait qu'ils ont beaucoup d'argent à disposition. Hein, il y a beaucoup de mécènes de l'extrême droite. Nous, sur Contretemps, on avait publié un article sur le paysage des médias d'extrême droite. Effectivement, on retrouve derrière des mécènes qu'on peut identifier, qu'on ne va pas retrouver effectivement à cette hauteur-là de donations, notamment du côté de la gauche, et notamment de la gauche radicale. Mais donc voilà, donc l'ICEP n'est en rien comparable ni à une formation universitaire, ni à l'Institut La Boétie, ni d'ailleurs même à la Fondation Jean Jaurès, l'IOPS, etc. En termes en termes de formation, mais alors même encore pire, en termes de production intellectuelle, c'est zéro. Mais j'insiste, c'est intéressant parce que pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'extrême droite, il y a des gros morceaux. Des gros morceaux, des plus gros morceaux en matière intellectuelle et de formation. L'Institut Iliade et Academia Christiana. Là, derrière, il y a des centaines de gens qui passent en permanence avec des promos de formation, etc. Là, c'est des vrais trucs qui ne sont pas, je le disais, organiquement liés au RN, même si certains vont in fine se retrouver au RN, parce que le RN a tendance à, en quelque sorte, attirer à lui des jeunes gens ambitieux, qui à un moment donné, qui ont une formation intellectuelle en général qu'ils ont obtenue dans les groupuscules qui naviguent autour du RN, que ce soit l'Action française, les identitaires, ou des gens passés par Academia Christiana ou l'Institut Iliade, et qui ensuite viennent comme assistants parlementaires d'abord, ou comme conseillers, chargés de com, etc., dans le cadre de la grande organisation qui domine l'extrême droite, qui est le RN. Sur le reste, oui, alors, vous avez raison, si on regarde le paysage de l'extrême droite au plan mondial, on peut retrouver, à mon avis, je parle des grandes organisations qui ont du succès sur le plan électoral, hein. Il y a, je dirais, un peu trois lignes actuellement. Il y a la ligne libertarienne autoritaire, avec notamment bien incarné par Javier Milei en Argentine. En quelque sorte, Bolsonaro renvoie un peu à ça, mais alors chez lui domine vachement quand même l'aspect nostalgie de la dictature militaire, qui est très fort chez un personnage comme Bolsonaro, et dans une partie des milieux bolsonaristes, plus l'aspect évangéliste. Vous avez l'extrême droite libérale réactionnaire, qui ne vient pas exactement de la même histoire intellectuelle que les premiers, hein, qui est plus l'affaire Giorgia Meloni, etc., et pas mal d'autres dans l'extrême droite mondiale. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, un social nativisme, qui est la branche RN. Alors en fait, quand ils sont au pouvoir, quand on regarde les politiques qu'ils mènent, c'est pas très différent les uns des autres, hein. C'est vrai que c'est plutôt des
c'est plutôt en termes d'appareil hégémonique ou de tentative de séduire les électorats que les variations se font. Donc quand ces extrêmes droites ne sont pas au pouvoir et qu'elles cherchent à obtenir le pouvoir. Et effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Je me suis aperçu que j'avais défendu un peu cette idée en relisant la possibilité du fascisme il n'y a pas longtemps pour une actualisation, et que sans doute la principale raison pour laquelle le FN est allé sur ce terrain social, notamment sous Marine Le Pen quand elle est arrivée à la tête du FN en 2011, c'est je pense qu'elle a saisi, notamment au regard des mobilisations sociales depuis l'hiver 95, en fait on pourrait même remonter un peu plus, qu'il y avait cette particularité de la France en Europe de l'Ouest, qui est ce haut niveau de conflictualité sociale, ce haut niveau de résistance et de refus des politiques néolibérales, et que si elle voulait avoir un véritable tranchant anti-système, elle ne pouvait pas ne pas aller sur ce terrain-là. Jean-Marie Le Pen l'a saisi aussi, puisque en fait, dès les années 90, il y a déjà un premier tournant qu'on a qualifié de social à ce moment-là. Et il fait une sorte de deuxième tournant social en 2007 où sa campagne va échouer, mais il va un peu plus loin encore sur ce terrain-là. Et c'est là d'ailleurs à ce moment-là qu'on retrouve quelqu'un comme Alain Soral, au bureau politique du FN. On emmerde beaucoup la gauche sur les questions d'antisémitisme de manière éhontée par ailleurs. Je m'étonne qu'aucun journaliste ne pose la question à Marine Le Pen de qu'est-ce qu'elle faisait au bureau politique du FN il y a 15 ans avec le principal producteur et diffuseur d'antisémitisme au cours même de l'après-guerre presque, en France à cette échelle-là, qui est Alain Soral, avec son site, etc. Mais on n'a pas l'air de vouloir lui chercher des poux. Il y a même une vidéo sur Dailymotion où on voit Marine Le Pen faire un karaoké avec Alain Soral. Ils ont l'air de bien s'entendre. Je crois que c'était fin des années 2000. On la trouve encore sur Dailymotion, c'est une belle archive. Elle chante... Lui chante du Johnny, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et elle chante être une femme libérée. Voilà, je trouvais que c'est une anecdote pas inintéressante. Mais bon, voilà, c'est le haut niveau de conflictualité sociale, et finalement le haut niveau, même si ça nous paraît pas satisfaisant, mais auquel est restée la gauche de rupture, la gauche anti-néolibérale, en France, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne, contrairement à la Grande-Bretagne, qui fait que le RN, en quelque sorte, ne pouvait pas être dans un simple tête-à-tête avec les néolibéraux, et avait à faire avec cette gauche qui se maintenait, et notamment une gauche critique, intellectuelle relativement remuante, si on regarde la production et si on regarde ce qui sort en librairie, le réseau de librairies indépendantes, le réseau d'Astudie, nous on est machin, mais tout le tissu militant, associatif, etc., qui fait exister des idées critiques, émancipatrices, etc., c'est absolument énorme, et ça participe en quelque sorte du maintien de la persistance, voire du développement d'un appareil critique qui a quand même une existence dans la société française qu'il n'a pas dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, donc ça je pense qu'effectivement c'est une des raisons, enfin c'est pas simplement qu'ils sont sociaux parce que Marine Le Pen elle a une fibre sociale. Je pense que dans un tout autre contexte national elle n'aurait pas de fibre sociale ou je sais pas quoi. Par ailleurs on voit bien que la fibre sociale c'est rien du tout, puisque il y a 10 ans si vous regardez le programme du FN quand il a eu sa ligne la plus sociale, donc vers 2014-2015 c'était la ligne Philippot, il y a la quasi-totalité de ce qu'il défendait à l'époque a disparu. La retraite à 60 ans c'est fini, j'ai remarqué, même s'il y a plein d'électeurs ou électrices du FN qui pensent que ça y est encore, mais ça y est plus depuis longtemps, sauf éventuellement pour ceux qui ont travaillé avant 18 ans ou 20 ans. Avant 20 ans je crois. Mais pour les autres ce sera retraite à 64, 65 voire 67 ans, ils l'ont précisé. L'augmentation du SMIC ça y est plus, la renationalisation d'entreprises du secteur de l'énergie ça y est plus, l'abrogation, à un moment il y avait en 2007 ils défendaient l'abrogation de la loi travail, vous la retrouvez plus du tout dans le programme du FN, enfin... Voilà, c'est vraiment de la pure démagogie. Et puis on a même vu que l'abrogation de la réforme des retraites, il commençait à bégayer, Jordan Bardella, début juillet, quand on lui demandait ouais, vous allez la faire l'abrogation, parce qu'à ce moment-là, il a dit pas tout de suite, on verra dans 6 mois, etc. Tout simplement parce qu'en fait, plus les fascistes se rapprochent du pouvoir, fascistes, néo-fascistes, post-fascistes, j'aborde pas le débat, c'est encore trop long, mais dès qu'ils approchent du pouvoir, leur principal objectif c'est de séduire le grand capital, le patronat, pour leur dire on est une option crédible, raisonnable, etc. N'ayez pas peur de nous, validez-nous en quelque sorte. Eux, ils veulent de la stabilité, l'extrême, ils veulent arriver au pouvoir et que personne n'est fâché, et en particulier les employeurs. Donc voilà, donc pour eux, c'est vachement important de leur donner des gages, et en vrai, là, c'était quelques jours avant l'élection, et ils ont été obligés de tenir jusque-là, parce qu'en fait, en vrai, ils s'en foutent de la retraite à 60 ans, et ça, c'est vraiment pas leur problème. On le voit d'ailleurs quand on analyse leurs discours de campagne, de meeting, etc., à quel point
les questions de classe, de lutte de classe, d'inégalité, c'est un mot qui n'existe pas dans la langue de l'extrême droite, précarité actionnaire, des mots que vous ne trouvez absolument pas. C'est pas la meilleure période de ma vie, mais j'ai regardé tous les discours de Marine Le Pen de 2012 et 2017, des campagnes, pas hors campagne. Bon voilà, mais vous trouvez pas ces mots-là, si vous voulez, qui visent à désigner une forme de conflictualité sociale, de lutte entre des classes, etc. D'une manière mystifiée, etc. avec d'autres termes. Enfin, vous la trouvez pas, sauf sous l'angle des élites qui laissent la France ouverte aux quatre vents de l'immigration, etc. Là, vous l'avez, y compris cette idée qui n'est pas exprimée sous la forme du grand remplacement, mais qui est en fait clairement la théorie du grand remplacement et qui est la théorie d'ailleurs que balance Jean-Marie Le Pen depuis les années 80, que ce sont les élites qui ont voulu transformer fondamentalement le peuple français en faisant rentrer via donc ces politiques de submersion migratoire et changer le peuple français. Enfin, c'est vraiment la thèse de Renaud Camus sous d'autres mots, avec d'autres mots, etc. Bon, voilà, donc j'étais évidemment trop loin sur la première question, trop long. Sur les notes d'optimisme, alors j'en rajoute juste une, au-delà de ce que vous avez dit. Parce que j'ai peur d'oublier, puis j'aime bien ce truc-là, j'aime bien le dire ces derniers temps, parce que sinon c'est un peu la soupe à la grimace. Dans les dernières, justement en compulsant les données sur les enquêtes sorties des urnes ces derniers temps, il y a un truc qui m'a frappé, et qui est jamais dit dans les médias, qui est, parce qu'il y a tout un discours dans les médias sur notamment, alors le FN séduit de plus en plus de gens de la population, ce qui n'est pas totalement faux, mais notamment séduit des nouvelles catégories qui ne séduisaient pas avant, et notamment tout le truc sur les jeunes. Bon. Avec cette idée, maintenant le FN c'est peu semblant, le parti des ouvriers, des calculs, c'est le parti des jeunes, Jordan Bardella, etc. Bon, le fait d'être jeune par ailleurs ne veut pas dire que vous séduisez nécessairement les jeunes, hein. Les nazis, j'ai vu ça dans le Monde nazi récemment, le livre là, de Chapoutot que j'évoquais tout à l'heure, Chapoutot, Patin et Grao, et il disait le parti nazi c'était les gens les plus jeunes et en fait ils avaient l'électorat le plus vieux. Bon, donc c'est pas mécanique, et en l'occurrence quand on regarde, c'est intéressant, les enquêtes depuis 2012, ils ont connu une progression chez les 18-24 et 25-34 au début, en 2012 et 2010, jusqu'en 2017, et puis jusqu'à obtenir à peu près 26-27% du vote des 18-24, ce qui est beaucoup. Ils étaient plutôt autour du 17-18 dans les années 90 jusqu'en 2002. Donc ils avaient bien progressé là. Et en fait, depuis 7-8 ans, ils stagnent. Et ce qui est frappant, c'est l'augmentation très importante du vote des 18-24, mais aussi des 25-34 pour la gauche de rupture. C'est-à-dire qu'on est passé de 12-13% en 2012, à l'époque du Front de gauche, à 43, 44, voire 45%, j'ai plus le chiffre exact en tête, donc dans ces deux catégories d'âge de 18-24, 25-34. Ce qui ne correspond pas, là, j'insiste à ce qu'on entend généralement, alors avec des forts taux d'abstention, c'est vrai, mais un peu moins fort au présidentiel. Donc je trouve que ça dit quelque chose, et si vraiment je voulais donner une note d'optimisme, je dirais ça. Dernier point sur les composantes de l'État, je suis trop long. Évidemment la police, bon, je n'ai pas besoin d'en rajouter, Didier Fassin en parle dans le livre notamment. Dans l'armée, en fait, effectivement, récemment, on a eu une réunion avec différents militants de différents cadres, organisations syndicales, politiques, associatives, etc., et personnes qui travaillent sur ces questions-là. Et on se disait précisément qu'on ne savait à peu près rien sur l'ancrage de l'extrême droite dans l'armée, sinon que l'extrême droite, on va dire la variété, la réactionnaire, type un peu Action française, etc., mais disons, celle qui est très présente dans l'enseignement privé, réac, etc., a historiquement une prise dans l'armée, notamment parmi les officiers, dans les hauts rangs de l'armée, etc. Ça semble encore persistant. Et pour le reste, les seuls éléments qu'on a, c'est notamment les deux tribunes qui étaient parues il y a 2 ans, il me semble, qui étaient assez sidérantes en réalité. Elles avaient été, notamment la première, assez largement signée, montrant que le sens commun de cette frange de l'armée qui avait signé ces tribunes était le sens commun d'extrême droite. La France fait face à un processus de délitement, le mot délitement qui est typiquement un mot de la langue d'extrême droite, délitement, décadence, décomposition, etc. La France est en phase de délitement, il faut la sauver en allant en quelque sorte châtier ceux qui, je sais plus comment ils les appelaient,
Bon, en gros, la minorité du pire, les banlieues, les quartiers, etc. En gros, il faut... Bon, c'est ce facteur-là de désordre, il faut... Bon. Donc, si vous cherchez des résistances dans l'armée, un gouvernement d'extrême droite, a priori, je ne pense pas que qu'on va le trouver. D'autant plus que l'extrême droite veut faire jouer un rôle important à l'armée. Alors, malgré tout, ça pourrait susciter des résistances, parce que je ne suis pas sûr que les militaires ont envie d'aller s'amuser dans les quartiers populaires. Non, mais je veux dire, une partie d'entre eux, ils doivent estimer que c'est pas leur rôle, etc. Bon. Par contre, évidemment, dans les secteurs préposés aux tâches les plus brutales de maintien de l'ordre, de la police, les BAC et autres braves M, etc., disons que eux sont bien acquis à l'idée que leur rôle, et ils aimeraient pouvoir y aller à fond, c'est de nettoyer la société française des intrus, des fauteurs de troubles, etc. Et pour le reste, alors sur les enseignants, il y a quelques enquêtes récentes qui montrent qu'il y a une progression inquiétante du vote à l'extrême droite sur la toute dernière période. Alors c'est pas un milieu dans lequel il n'y avait pas du tout de vote d'extrême droite, mais c'est un milieu dans lequel il était vraiment très faible, et où il est monté de manière conséquente. Là, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est autour de 15-20% sur 2024. Donc c'est des suffrages exprimés, donc il y a toujours un peu évidemment d'abstention, mais bon, c'est quand même un signal qui est inquiétant. Globalement, si vous voulez, dans la fonction publique, le problème c'est que quand on cherche les adhésions, soit on fait des enquêtes de terrain, et en général, là du coup il faudrait des gens qui sont un peu infiltrés, c'est une observation directe mais cachée, pour en savoir un peu plus sur... et ce qu'on a, c'est des données agrégées sur, par exemple, les cadres A, enfin les personnels de catégorie A de la fonction publique, B et C. Et ce qui est très clair, c'est la progression vraiment nette du vote à l'extrême droite du côté des catégories A. Si vous voulez, dans les catégories C, le vote est déjà important, était déjà important, depuis déjà un moment. Mais là, sur la dernière période, sur les dernières années, bon, en quelque sorte, ça correspond à cette idée il y a une marge de l'extrême droite vers le pouvoir, et y compris par la ligne qu'ils défendent, ils cherchent à séduire davantage des gens qui ont des bonnes conditions, et pour lesquels ils vont faire, où l'extrême droite va constituer un relais de la droite traditionnelle. Et les transferts électoraux, c'est ça. C'est pas des transferts de Mélenchon à Le Pen, ni même de, je sais pas moi, Jadot à Le Pen, etc. Enfin, ou des Verts. Enfin, c'est clairement des transferts de cadres A de la fonction publique qui votaient à droite, et pour lequel le RN devient le vote utile à droite, tout simplement. Pour l'ensemble des droites et pour l'ensemble du peuple de droite, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc j'ai pas de réponse sur, si vous voulez, si vous voulez, la haute technocratie, le ministère de l'économie et des finances, Bercy, etc. Voilà, j'ai pas de lumière là-dessus. Je crois pas qu'on ait d'enquête sur la politisation des fonctionnaires de Bercy, par exemple, aujourd'hui. Après, voilà, on peut se dire que en quelque sorte, ce qui se joue dans le reste de ces milieux-là, y compris dans les milieux patronaux, nous donne un bon indicateur de ce qui se passerait dans la haute technocratie. Et par ailleurs, on sait à quel point il y a une interpénétration de plus en plus forte, qui n'est pas nouvelle par ailleurs, mais entre la haute administration publique et les cadres dirigeants des grandes entreprises privées, avec ces phénomènes de pantouflage et d'aller-retour, etc. Et donc bon, il ne faut pas être très grand clair à mon avis pour imaginer qu'ils n'auront pas de problème fondamental à accueillir l'extrême droite comme une force potentiellement raisonnable et pouvant, j'insiste, constituer une sorte de relais hégémonique pour une droite aux abois, en fait. Enfin, dans une situation historique où la droite est aux abois, que ce soit la droite macroniste ou encore davantage la droite LR. Est-ce qu'on a encore du temps pour des questions ? Faire une dernière volée. C'est votre moment. Saisissez-le. Je vais rappeler après. Je vais le tenir, ça va. Parler normalement. Pour l'instant, j'ai été très intéressé par tout ce qui s'est dit, mais un petit peu déçu aussi parce que le titre de votre livre, c'est « La résistible ascension ». Et je m'attendais à ce qu'on discute un peu de la manière dont on peut résister à cette ascension. Et là-dessus, je suis un peu sur ma faim par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Alors bon, pour moi, pour avancer des pistes, effectivement, il faut le programme du nouveau Front populaire tel qu'il est, un programme de rupture qui soit maintenu. Il faut l'union, et puis il faut la lutte des idées, c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais on sait, vous avez bien insisté sur l'importance considérable des médias possédés par l'extrême droite, et par rapport à ça, on est en situation plus faible. Donc,
par rapport à cette question de résistible ascension, quelles sont les pistes pour résister? Parce qu'il y a des débats là-dessus dans l'ensemble des gens qui souhaitent s'opposer au Rassemblement national et à l'union du Rassemblement national et de la droite libérale, parce que je crois que c'est ça qui est en cours actuellement. Quels sont les chemins pour s'opposer à ça? Comment résister à cette ascension? Bonsoir. Vous avez à 2 reprises parlé de liens pas si distendus que ça entre le Rassemblement national et les groupuscules identitaires. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus et aussi parler de leur rôle dans l'ascension de l'extrême droite et en particulier sur la question de la violence? Clapping. Ça se fait. Ouais. Le monsieur précédent parlait de l'influence des médias, bollorisés, ou non bollorisés d'ailleurs, hein, parce que la droitisation elle est dans toute la sphère médiatique, enfin ou presque. Est-ce qu'on a des données empiriques concrètes sur l'influence que les médias ils peuvent avoir chez les classes populaires par exemple, mais pas forcément que, parce qu'il me semble que c'est quelque chose, enfin en termes de données empiriques, qui est quand même compliqué à évaluer. Donc est-ce qu'on a des choses concrètes, des travaux qui ont pu évaluer ça? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser la mienne. Tu as parlé des classes populaires qui n'étaient pas un bloc monolithique, et malgré tout, à un moment donné, tu as quand même raisonné en termes de pourcentage sur dans les classes populaires, etc. Moi, il me semble qu'il y a une grande différence entre les classes populaires racisées et les classes populaires blanches. On le voit notamment dans le vote des ultramarins, où Jean-Luc Mélenchon est président de la République dès le premier tour, en fait, dans ces territoires, s'il n'y avait que qui votait. Ce qui montre quand même une conscience qui est, pour le coup, bien présente de la menace raciste existentielle que peut faire peser l'extrême droite sur les populations musulmanes et racisées en général dans ce pays. Et donc, du coup, ça renvoie aussi à la question, je suis d'accord, à la question stratégique de la résistible ascension et de la nécessaire composante antiraciste de ce combat. Alors, sachant que je suis d'accord aussi avec l'idée de dire que puisqu'on est dans une approche qui n'est pas morale de l'extrême droite, partir du principe aussi de prendre au sérieux peut-être la proposition politique que le RN fait aux classes populaires blanches, pour le coup, et donc du coup intégrer ça dans la stratégie à élaborer pour s'y opposer, en fait. Pardon, je note. Bon. Alors, le lien entre RN et groupuscule, pour commencer. Bon, en fait, la chose qu'on peut dire, à mon sens, alors il y a une manière basique de prendre le problème, c'est de regarder les trajectoires des militants issus des groupuscules et de regarder dans quelle mesure ils se retrouvent au RN ou qui collabore au RN, etc. Et là, vous en retrouvez, je sais pas, le plus connu, c'est Philippe Vardon, qui était à un moment le candidat du RN à Nice et le responsable de la com pendant les élections européennes de 2019. Lui, c'était le fondateur du bloc identitaire. Bon. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'exemples, c'est l'aspect, je dirais, le plus simple. Après, il y a une autre manière de prendre le problème, qui est de se demander quelles fonctions remplissent les groupuscules, tous groupuscules qui sont, pour le vaisseau amiral de l'extrême droite, qui est le RN, qui est la force ultra dominante dans ce secteur-là du champ politique. C'est la particularité d'ailleurs du bloc d'extrême droite qui a dedans une organisation qui est ultra hégémonique, ce qui n'est pas le cas du bloc néolibéral où il y a différentes organisations et différentes personnalités qui cherchent à faire exister ce bloc, soit les macronistes, les gens autour de Édouard Philippe, LR, etc. Et puis à gauche, c'est encore plus hétérogène et éclaté dans le bloc, si vous voulez, que compose le Nouveau Front Populaire ou la NUPES antérieurement. Alors, du coup, quel rôle il joue? Alors, vous avez raison, il y a un rôle de violence qui est quand même sous-estimé, notamment si on prend la question au plan mondial. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler, parce que
C'est vous qui avez posé la question, d'ailleurs, je vous montre. Parce que assez souvent, on se dit, bon, il y avait le fascisme historique, le fascisme de l'entre-deux-guerres qui était très violent, et puis nous, nos extrêmes droites, elles sont pas très violentes. Quand on regarde, évidemment, les formes de la violence ne sont pas les mêmes. On n'a pas des larges organisations paramilitaires de centaines de milliers de gens qui défilent avec des chemises de différentes couleurs et qui vont s'attaquer de manière extrêmement massive et brutale et régulière aux militants de gauche, aux minorités, etc. Alors, il y a un pays dans lequel on n'est pas très loin de cette situation, qui est l'Inde, avec une organisation qui a extrêmement massive et ramifiée, qui est le RSS, l'Organisation des volontaires nationaux, dont le parti au pouvoir n'est que la vitrine électorale et politique, mais qui a bien d'autres organisations très présentes dans la société civile, y compris des milices, et qui agressent, tuent, etc. Il y a eu de très nombreux pogroms anti-musulmans et absolument massifs, y compris avant l'arrivée du BJP au pouvoir. Il y a eu des pogroms où il y a eu entre 2 et 3 000 musulmans qui avaient été tués, au Gujarat notamment, dans l'état de l'actuel président, Narendra Modi. Ces chiffres-là, même dans l'Allemagne pré-nazie, enfin, on n'a pas vu de pogrom antisémite de cette ampleur-là avant qu'ils parviennent au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne devrait pas minorer l'usage de la violence. Alors, il y a l'Inde, mais même au plan mondial, sous la forme notamment d'attentats terroristes, on a une situation qui est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire qu'on a eu une explosion du nombre de morts. Enfin, je crois qu'il y a 80% des morts liés au terrorisme aux États-Unis sur les 10 dernières années qui ont été tués par des militants d'extrême droite, que ce soit des Afro-Américains, des Latinos, des Juifs, des musulmans, des gays, etc. Enfin bon, donc on a ça, et puis on a tous les actes commis par des Breivik, Tarrant, etc. Alors Breivik, c'était contre des jeunes militants socialistes qui avaient entre 15 et 16 ans, 80 qui ont été tués en Norvège en 2011. Tarrant, c'était une cinquantaine de musulmans et de musulmanes tués dans 2 mosquées. Il y a eu plusieurs attentats commis en Allemagne, y compris des attentats antisémites, commis évidemment par l'extrême droite, puisque l'antisémitisme reste pour l'essentiel le monopole de l'antisémitisme, reste le monopole de l'extrême droite en Allemagne, en France comme ailleurs. J'insiste, pour l'essentiel, défendu dans le champ politique et y compris sous les formes les plus violentes. Donc voilà, donc il y a cette fonction de violence qu'il ne faut jamais sous-estimer, qui est en fait extrêmement croissante dans la dernière période. Je vais pas parler du Brésil, mais on aurait pu parler des meurtres réguliers qui sont commis contre la gauche et évidemment aussi contre les minorités par des milices, notamment bolsonaristes dans la dernière période, et qui ont précédé, y compris le coup de force de Brasilia, comme les attaques armées, voire les meurtres commis par des milices suprémacistes aux États-Unis avaient précédé l'attaque du Capitole, en quelque sorte une fonction de préparation de cette attaque putschiste. Je ne suis pas sûr que là encore qu'on ait pris la mesure du truc. C'est-à-dire que dans 2 des principales puissances capitalistes mondiales, on a eu des tentatives putschistes de la part d'une extrême droite hétérogène, et on a regardé ça un peu comme un truc un peu grotesque avec le gars qui avait ses cornes, machin, mais bon, il y avait quelque chose de pas très rigolo dans ça. Enfin, il y a un côté putsch de la brasserie 23 ou 6 février 34, ces parallèles ont été faits, mais ça dit quelque chose quand même de l'époque. Et donc il y a ça. Après, il y a un autre aspect que j'ai évoqué sur les fonctions des groupuscules, c'est l'aspect idéologique. C'est-à-dire que le RN est très très mauvais ou très très faible du point de vue de la formation idéologique de ses membres et de la formation des cadres. Et ce que permettent les groupuscules, c'est de former en permanence des cadres relativement aguerris au militantisme de terrain, mais aussi au maniement des idées, à l'articulation des idées. Donc ils produisent en quelque sorte des intellectuels organiques qui ensuite, pour une partie d'entre eux, se recyclent. Alors beaucoup à Reconquête dans la dernière période, mais Reconquête est en train de s'affaisser et le RN arrive vers le pouvoir, donc le RN va avoir besoin de beaucoup de cadres. Là, d'un seul coup, maintenant ils ont 130 députés, ça veut dire que c'est au moins 500 ou 600 personnes qui sont mobilisées à travers les assistants parlementaires chargés de com, etc. Donc c'est absolument énorme en termes de besoin de cadres que le RN n'a pour l'essentiel pas en fait. Donc ils ont besoin de piocher en quelque sorte dans un vivier qui est constitué de gens qui passent par ces organisations et qui se forment à travers elles. Il y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer, même le militantisme digital de ces groupuscules et de toutes les nébuleuses qui se circulent autour d'eux, qui a un rôle d'intimidation symbolique permanente à l'encontre des figures de la gauche ou de n'importe quel militant ou militante de gauche présent sur les réseaux sociaux par exemple. Si vous demandez
demandait à, je sais pas, Rokhaya Diallo combien de messages elle reçoit chaque jour d'insultes, d'injures, de menaces sexistes, racistes, etc. C'est sidérant en fait. Et voilà, c'est ce rôle de milice digitale, si vous voulez. C'est à la fois des milices qui peuvent être actives dans la rue, mais ils ont cette fonction-là aussi d'intimidation dans un champ qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance. Voilà, bon. Sur le reste, excusez-moi, il y avait quoi déjà? Donner un pied. Sur l'influence des médias, bon, on pouvait trouver des données, quelques données empiriques en particulier dans des articles anglophones. Ce qui est, moi, ce qui me semble, ce qui me semble toujours important de dire, et c'est un vieux résultat de la sociologie des médias, c'est à quel point cette influence n'est jamais directe. C'est-à-dire qu'elle passe par des canaux intermédiaires, des organisations, des cercles de sociabilité intermédiaires dans lesquels des gens ont de l'influence. Par exemple, Benoît Coquart, dans sa sociologie des classes populaires rurales, insiste sur le rôle que peuvent jouer des notabilités locales, petits patrons, des rôles de légitimation locale, notamment du RN dans la dernière période, où il insiste sur le fait que sur la scène politique locale, c'est bien le RN qui, là où il étudie, là où il travaille, où il enquête, c'est le RN qui est hégémonique, et cette hégémonie, elle est construite, organisée par des figures dominantes localement, qui ne sont pas des figures qui sont pas exactement les mêmes figures dominantes localement que dans les grandes villes, des gens à fort capital culturel, et aussi par ailleurs souvent des gens à fort capital économique, mais plutôt des petits patrons qui se sont enrichis dans une activité économique particulière, qui ne sont pas forcément très diplômés, mais qui donnent le ton localement, etc. Donc voilà, je trouve ça c'est à mon avis important d'insister sur cette influence. N'est pas immédiate, elle n'est pas mécanique. Bon, on a bien des cas, y compris dans les 20 dernières années, où ça n'a pas marché. Où vous aviez tout le périmètre médiatique qui était pour quelque chose, et où ça... Bon, le principal exemple qui me vient en tête, c'est le traité de Constitution européenne. À peu près tous les médias, sauf peut-être l'Humanité, qui était pour le oui, et le non a été majoritaire à 55%. On pourrait très certainement trouver d'autres... Bon, par exemple, je suis à peu près certain qu'il y a une comment dire, sous divers indicateurs, on pourrait en tout cas défendre l'hypothèse qu'il y a une progression des idées, notamment féministes, mais même antiracistes dans la société française. Le périmètre médiatique, c'est à peu près zéro, sinon peut-être Rokhaya Diallo, chroniqueur ou journaliste, disons explicitement antiraciste, et en face un nombre absolument pléthorique de gens qui sont racistes ou qui détestent les antiracistes, ou les deux. Et voilà, donc ce qui veut dire que c'est pas... Enfin, on a souvent la tentation de décrire les médias comme un rouleau compresseur. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Y compris, en fait, je le disais, ce type d'espace, par exemple, ou ce type de collectif, ou les librairies indépendantes, tout ça, c'est absolument inestimable. Le fait d'avoir des chercheurs ou chercheuses critiques à l'université qui font un job assez incroyable de production en continu, de savoir critique, de connaissances critiques, de théorie critique, etc. C'est là encore irremplaçable. Et l'extrême droite, par ailleurs, le sait. C'est-à-dire que c'est une de ses premières cibles quand ils arrivent au pouvoir, c'est l'université, c'est les médias indépendants critiques, ce sera, même sous une forme déformée, ils ont l'impression que Radio France est une chaîne des chaînes d'extrême gauche, mais c'est sûr qu'évidemment, ça donne une toute petite audience à quelque chose d'un peu différent de ce que vous retrouvez sur Europe 1, le JDD, CNews, et même évidemment BFM ou LCI, etc. Donc sur Inter, sur Culture, etc. Alors France Info, sans doute pas, mais tout ça, ils veulent privatiser, par exemple. Bon. Donc ils ont bien cerné que là, ils avaient potentiellement quelque chose qui donne une audience, en quelque sorte, à des journalistes critiques, à des chercheurs ou chercheuses critiques, etc. Et alors sur le dernier point, les ultramarins, c'est pas le meilleur exemple. Alors, parce qu'au premier tour, vous avez raison, ils ont voté très largement pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Au deuxième tour, ils ont voté très largement pour Marine Le Pen contre Macron. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Par contre, vous avez raison, si on prend le territoire hexagonal, c'est très net. D'ailleurs, une enquête que je recommande souvent, c'est du collectif Focal, auquel participe un des co-auteurs du livre, Yann Lelanne, et qui portait sur 2 communes populaires, donc du bassin minier et de la région parisienne. C'était Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne et... Bon, ça m'échappe, la commune dans le bassin minier, mais montrer que quand on fait des analyses statistiques sur le vote des classes populaires spécifiquement dans ces 2 villes, qu'on les agrège, le facteur qui ressort le plus en termes de différenciation des votes, entre notamment les 2 principaux pôles de vote dans ces 2 villes, au niveau agrégé, que sont la gauche de rupture Mélenchon et l'extrême droite Le Peniste, c'est le facteur ethno-racial. Donc, et bien souvent, en fait,
c'est un peu masqué derrière le côté territorial, puisqu'évidemment il y a une répartition très inégale des immigrés et descendants d'immigrés post-coloniaux dans la société française en termes de territoire. Les personnes issues d'immigration maghrébine et encore plus subsaharienne, mais aussi les personnes issues des Outre-mer sont très présentes et de manière très surreprésentée dans les grandes agglomérations. Inversement, ils sont beaucoup moins présents et très sous-représentés dans les petites villes et encore plus dans les zones semi-rurales et rurales. Et évidemment, ça a un impact sur le vote qui est ensuite traduit souvent sous une forme purement géographique. Il y a la France périphérique, tout le truc de Christophe Guilly, versus la France des villes, et où du coup on mélange un peu tout, puisque la France des villes, c'est à la fois les bourgeois, les cadres, etc., mais aussi les classes populaires des villes. Donc on efface toute lecture de classe de ce qui est en train de se passer. Mais voilà, donc je pense que la bonne formule, en quelque sorte, si on veut comprendre ce qui se passe, c'est d'articuler. Dans le podcast que j'avais fait avec Félicien Faury, justement, enfin dans les 2 épisodes que j'avais fait avec lui, on a vraiment essayé de travailler ça. C'est comment on articule des mécanismes de classe avec des mécanismes raciaux liés au racisme pour comprendre le vote d'extrême droite. Mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Bon, là, par exemple, j'ai préparé un épisode qui va bientôt sortir avec Sylvie Laurent sur les États-Unis et le vote Trump. Bon, c'est pareil, on a essayé de cibler cette question-là et de voir l'articulation entre eux, qui peut être vraiment masquée quand, par exemple, on dit Kamala Harris n'a pas été élue parce qu'elle était une femme noire. Ce qui est pas faux, ou pas radicalement faux, mais qui est une partie seulement de l'histoire. Bon. En tout cas, d'après ce qu'elle défend et que je trouve vraiment convaincant. Donc voilà, d'un point de vue vraiment de sociologie du vote et des classes populaires, on a besoin effectivement d'articuler au moins ces 2 dimensions, il y en a y compris d'autres, si on veut comprendre pourquoi les uns votent dans un sens et pourquoi les autres votent dans l'autre sens. Mais je ne sais pas si c'était votre question. Ah oui, non, sur la proposition que le RN fait aux classes populaires blanches. Là encore, ça rejoint pour moi le débat effectivement stratégique. Oui, je ne vous ai pas répondu, je suis désolé. Parce que c'est la question importante. Alors, il y a eu des débats sur le titre. Le coordinateur n'a pas toujours raison. Et donc, effectivement, c'est le livre... Enfin, il y a des contributions qui permettent d'appuyer une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait pour résister. Il y a la post-phase de Clémence Guettet qui... vraiment sur ce terrain de qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue stratégique pour lutter contre l'extrême droite, mais c'est vrai que vous ne trouverez pas toutes les réponses et certainement pas un modèle clé en main, parce que par ailleurs, si on l'avait trouvé, si on avait craqué le code depuis 40 ans, je pense que ça se saurait et qu'on en aurait fini avec l'extrême droite. Juste, voilà, une chose, c'est la question du programme, je suis d'accord, mais c'est pas que la question du programme, c'est qu'est-ce que ferait une gauche qui arrive au pouvoir ? Parce qu'il y a quelques expériences antérieures, pas seulement Hollande 2012, si tant est qu'on appelle ça la gauche. Je renvoie à ce qu'a dit mon camarade à droite, géographiquement, spatialement, à ma droite en plus. Mais il y a l'expérience Tsipras en 2015 en Grèce, qui avait promis une rupture avec l'austérité néolibérale, et on a vu ce qui s'est passé. Notamment, cette expérience a été écrasée par la Troïka et par la bourgeoisie grecque. Mais donc, c'est pas simplement le programme qu'on défend pour arriver au pouvoir. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre, pour que ce soit sur le plan économique et social, sur le plan environnemental, sur le plan de la lutte antiraciste, sur le plan une des raisons de nos difficultés à gauche, c'est les promesses non tenues. Les promesses de 81, les promesses jusqu'aux promesses de 2012. François Hollande avait quand même dit « mon ennemi c'est la finance », et il avait promis d'une certaine manière, ce qui avait pu parler à pas mal de gens, c'était rompre avec l'héritage du sarkozysme. Et en fait, il s'est inscrit totalement dans l'héritage du sarkozysme, notamment en matière économique et sociale. Donc voilà, donc là, la gauche aurait nécessairement à prouver. Et si vous voulez, à long terme, évidemment que la seule manière de faire régresser sur le long terme l'extrême droite, c'est de prouver dans les faits qu'il est possible d'améliorer les conditions de vie, d'existence, de travail de la grande majorité de la population, tout en accueillant dignement et beaucoup plus largement les exilés, tout en menant des politiques avancées en matière de droits des femmes, que tout ça n'est pas contradictoire, que ce n'est perçu comme ce n'est présenté comme contradictoire que dans le logiciel de l'extrême droite, mais qu'on peut mener ces politiques de front. Par ailleurs, il y a un débat plus immédiat, puisqu'on n'est pas au pouvoir, ça vous aura pas échappé, que la gauche n'est pas au pouvoir, qui est le débat autour des... qu'est-ce qu'on fait de l'électorat du RN, d'une certaine manière, c'est un peu ta question aussi, avec tout le débat autour des fâchés, pas fachos. Alors je précise, fâchés, pas fachos, ils existent, ils votent à gauche, pour l'essentiel.
Le problème, c'est les fâchés pas fachos qui voteraient RN. Et effectivement, si on creuse cette affaire, effectivement, on voit que des fâchés pas fachos qui votent RN, il n'y en a sans doute pas beaucoup. Les fâchés, il y en a beaucoup. Des fâchés un peu fachos, voire très fachos, qui votent RN, il y en a encore beaucoup plus. Et ce qui me semble évident au regard des enquêtes de sociologie électorale minimales, et de ce qu'on sait en sociologie politique, c'est qu'il y a bien peu de chances qu'on arrive à attaquer le cœur et même une grande partie de l'électorat du RN. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui l'électorat le plus stable, le plus solide, le moins volatile, contrairement à ce qu'il pouvait être dans les années 80-90, où des fois il s'abstenait, des fois il votait à droite, rarement il votait à gauche, mais, et il votait pour l'extrême droite. Voilà. Mais là, on a des gens qui votent systématiquement et durablement pour l'extrême droite d'une élection à une autre, qui sont les gens qui souvent se déterminent le plus tôt dans les campagnes, qui sont convaincus de toute façon qu'ils voteront pour le RN et ils ne bougent pas du début jusqu'à la fin de la campagne. Donc cet électorat-là, qui par ailleurs est aussi, est dans lequel est profondément ancré la xénophobie et le racisme. C'est pas juste un vernis, c'est pas juste une vague, c'est pas juste qu'ils ont été bernés récemment, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui est générationnel même. Je sais pas si c'est... Ça s'était transmis, où les parents aussi ont voté, ou des choses comme ça. Pas que, parce que c'est aussi beaucoup de gens... L'électorat du RN, parce qu'à un moment, il a bien fallu que ça commence quelque part, puisqu'ils étaient à 0%. Mais il y avait ce fond raciste, xénophobe, anti-immigré, qui était présent dans la société française, mais qui ne s'exprime pas dans le champ politique. L'idée, c'est pas de dire le racisme est apparu d'un seul coup à partir des années 80, ça n'aurait aucun sens. Il y avait des tas de crimes racistes dans les années 70, il y avait évidemment des discriminations racistes systémiques sur le marché du travail dans les années 70, et l'extrême droite était à 0%. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le racisme et la xénophobie anti-immigrée sont devenus des armes efficaces dans le champ politique à partir des années 80, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, l'intensification des concurrences, voilà. Il y a eu par exemple d'autres facteurs conjoncturels. L'arrivée de la gauche au pouvoir a électrisé et hystérisé une partie de l'électorat de droite qui réclamait une offre de droite plus dure, plus radicale, etc. Et en fait, l'essentiel de l'électorat d'extrême droite initialement, c'est un électorat qui votait à droite. C'est 70-75% des gens qui ont voté Le Pen en 88, ils avaient voté Chirac ou Giscard d'Estaing en 81. Et après, il y a tous ceux, et ça maintenant c'est une frange très importante de l'électorat du RN, qui sont devenus électeurs. Ils sont nés, ils ont grandi, ils sont devenus électeurs à une époque où le PC ça existait quasiment plus, où c'était tout petit, où la gauche avait trahi, où la gauche ne faisait plus rêver du coup, et où du coup par contre le FN était présent dans le champ politique autour de 15-20%, avec un porte-parole charismatique qui avait l'air de défendre, ou qui prétendait défendre les petits, et qui était détesté manifestement, en tout cas qui était critiqué par le système, c'est-à-dire dans cette vision très... basique, les journalistes dominants, les présentateurs intervieweurs, etc. Et donc il y a des gens, ils se sont tout simplement aussi politisés au contact de... effectivement, dans des milieux sans doute où le racisme et la xénophobie pouvaient tout à fait être présentes, parce qu'elle est présente de manière structurelle dans la société française, et elle l'était déjà avant. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ce cœur de l'électorat du RN, je doute qu'on puisse l'attaquer. Je crois, là par contre où il y a un débat, ou en tout cas il y a vraiment un truc à avoir conscience, parce que des fois on peut en tirer l'idée, du coup ça sert à rien d'aller dans ces territoires ou ces segments de la population où de toute façon le FN ou le RN est hégémonique. Et là je pense que par contre là c'est une énorme erreur. Parce que dans ces territoires où le RN est fort, dans ces pans des classes populaires où le RN peut être fort, la majorité des gens, malgré tout, enfin une grande partie des gens ne met pas un bulletin RN dans l'urne. Par ailleurs, parce qu'ils sont d'une certaine manière, c'est la périphérie du vote d'extrême droite, c'est des gens par exemple qui peuvent largement s'abstenir, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter à gauche très spontanément ou très facilement. Non seulement il peut y avoir la xénophobie et le racisme, mais il y a aussi ce que montre Félicien Faury, une hostilité vis-à-vis de la gauche pour diverses raisons qui peut être très présente. Mais donc voilà, il y a cette périphérie du vote d'extrême droite, et puis il y a aussi tous ceux, tout le phénomène du renouvellement démographique. Il y a tous ceux qui vont, qui vont arriver en quelque sorte à la politique, pas seulement sur le plan électoral, aussi sur le plan potentiellement des mobilisations sociales, etc., dans les années à venir. Bon, et qui vont en quelque sorte renouveler le corps électoral, y compris dans des mairies où que le RN a pu gagner, etc. Donc la question c'est, quand on va s'adresser aux gens, je sais pas moi, à Hénin-Beaumont ou ailleurs, je dis pas qu'il faut sélectionner en quelque sorte, mais s'il faut faire du travail dans ces territoires, dans ces secteurs économiques, s'il faut faire du travail par exemple contre la désertification syndicale dans tout un tas de territoires ou dans tout un tas de secteurs, c'est pour aller effectivement gagner des gens qui sans doute sont pas dans le cœur de l'électorat du RN et qui en quelque sorte peuvent devenir l'une des composantes d'un vote de gauche majoritaire.
Mais voilà, en gros, à mon avis, la stratégie qui consisterait à dire on va mettre un peu sous le tapis les questions qui fâchent, les questions de violence policière, les questions de xénophobie anti-immigrés, les questions d'islamophobie. On va adopter un discours qui critique par exemple les assistés, ce qu'a pu être la ligne par exemple de Roussel. Ça, voilà, c'est l'autoroute vers la défaite. Ça veut dire on va perdre, on risque de perdre une partie de l'électorat qui actuellement et une partie des forces sociales qui actuellement se politisent à gauche d'une manière ou d'une autre. Et en plus, on n'a aucune chance de mordre réellement sur l'électorat du RN parce que, d'une certaine manière, pourquoi ils iraient choisir la copie plutôt que l'original et des gens qui sont sans doute le RN plus conséquent sur ces terrains-là que pourrait l'être n'importe quel candidat ou force politique de gauche. Donc, voilà, là on joue perdant en quelque sorte. Jouer gagnant, c'est s'appuyer sur le socle social, électoral dont dispose la gauche, notamment la gauche de rupture, qui est la seule situation d'ailleurs en Europe où la gauche de rupture dispose d'un réel socle social et électoral, pour aller conquérir d'autres segments, y compris les segments jeunes. C'est pour ça que je donnais cette donnée tout à l'heure sur... Là, je livrais ce résultat-là concernant les 18-24 et les 25-34, parce que je trouve que c'est justement, voilà, c'est ça, les signaux qui peuvent être encourageants sur la capacité de la gauche, au sens large, à polariser, à hégémoniser des segments de la population qui peut-être sont plus, sont moins attachés à une identité politique ou à un choix électoral déjà fait, etc. Contrairement à cet électorat du RN bien stabilisé, etc., qui risque de ne pas bouger très vite. Voilà. Et peut-être qu'il bougera que par le renouvellement démographique, c'est-à-dire par la mort. D'une certaine manière, ce qui a été un peu le cas de l'électorat du PC qui s'est progressivement ramené, alors à la fois par l'abstention de plus en plus d'anciens électeurs PC, mais aussi parce que si vous cherchez l'électorat de Georges Marchais de 1981, il y a une bonne chance que la plupart sont morts. Mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pour se débarrasser des électeurs RN, il faut... Non, mais voilà... D'une certaine manière, il y a deux choses. C'est faire en sorte que le RN n'arrive pas au pouvoir, parce qu'une partie de l'électorat, en quelque sorte, s'il est attiré par ce vote, c'est qu'ils se disent que c'est une force qui peut gagner et qui peut changer les choses d'une manière ou d'une autre, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent changer, etc. Et l'autre chose, effectivement, c'est que les gens vieillissent et au bout d'un moment, ils quittent le navire. Mais donc voilà, nous, politiser sur des secteurs, des territoires dans lesquels on est faible, c'est pas simplement dans la visée, on va aller gagner leurs électeurs. Ça, j'y crois pas tellement. Par contre, on peut gagner d'autres gens, et on peut gagner ceux qui vont être amenés à se politiser dans les années et dans les décennies à venir. Ça, c'est fondamental. Surtout pour une force de gauche qui cherche la transformation sociale.